Bonjour Françoise, Bonjour Gilles. vous êtes donc une des organisatrices de cette première fête du livre, Salon du livre à Saint-Just-Saint-Rambert. Je voulais d'abord savoir qui vous êtes, Oui. quelle est l'association, le groupe qui est derrière cette belle organisation. Alors l'association c'est Culture et Bibliothèque pour tous et nous sommes une filiale, en quelque sorte, une antenne de cette association à Saint-Just-Saint-Rambert. Comment ça vous est venu l'idée de créer un Salon du livre? On avait l'habitude de recevoir des auteurs de temps en temps dans la bibliothèque, mais on a une petite bibliothèque parce qu'on est une petite bibliothèque associative. Et puis on avait rêvé de faire plus grand. Il y a 2 ans on avait fait avec 12 autres, 13 auteurs on voulait faire. Et puis le Covid est passé par là, donc terminé. Et cette année, on s'est dit, allez, allons-y carrément, on va faire gros. Et on a fait gros, finalement. Je crois que. Aujourd'hui, il y a combien d'auteurs? Il y en a 32, 32. oui. Tous des auteurs régionaux. Régionaux. Et comment ça s'est passé la sélection? Alors il y a des auteurs qu'on connaissait déjà parce qu'on les avait invités il y a 2 ans. Et puis qui avaient répondu présent. Et puis on avait 2 auteurs qu'on avait envie d'inviter. Puis Jérôme Sagnard nous a beaucoup aidé à nous guider en nous présentant d'autres auteurs. Et c'est fait comme ça, le bouche à oreille s'est fait, on a eu plein de réponses favorables. On a eu, je crois, peut-être 2 réponses négatives parce que c'était des gens qui étaient déjà occupés ailleurs. Mais sinon, par contre, les réponses, des gens qui auraient voulu participer, ben, c'était trop tard. On en a eu plein. Ça veut dire que c'est encourageant et qu'il y aura d'autres éditions alors. Oui, mais alors l'année prochaine, on se repose. Vous voyez, Ça sera 1 an sur 2? on pensait que ça sera un an sur 2 parce que 1 an on fait, 1 an on s'arrête, 1 an on fait, parce que c'est un boulot de Romain. Vous êtes combien en tout pour organiser ça? Alors on est 18, mais bénévoles. Bien sûr, bien sûr. Bénévoles. Et puis il y en a qui, vous savez, il y a les petits-enfants, parce qu'on est quand même beaucoup grand-mère, alors les petits-enfants, machin, ceci, les enfants, enfin bref. Et puis il y a les filles qui travaillent aussi. Donc on est bénévoles. J'imagine que vous lisez beaucoup. Oui. Dans tous les invités qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il y a des auteurs que vous voulez mettre en avant, des auteurs que vous aimez beaucoup? Ah bah oui, par exemple, il y a eu Nicole Tardy qu'on a beaucoup aimé, il y a eu Nicole Vernet-Caron, Oui. il y a eu Michel Verrier, il y a eu qui encore Michel Chaplon, François Chaplon, j'en ai parlé. Tout à fait, oui aussi. Oui, et puis il y a Alain Delage qui nous a beaucoup plu aussi. Enfin, non, il y en a beaucoup qui nous ont plu. Il y en a d'autres qu'on a invités qu'on ne connaissait pas forcément, mais on nous a dit ah oui, si, il faut absolument. Bon, il y a Christian Vial par exemple qu'on a invité, on ne le connaissait pas, mais franchement son premier bouquin est super. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Donc vous êtes très très contente du bon démarrage de cette première édition. Oui, vraiment, oui, vraiment. Alors j'ai envie de vous dire bonne lecture, Merci, et puis merci pour l'invitation, et puis merci pour ce beau moment. merci, c'est gentil à vous. Au plaisir. Oui, dans 2 ans. C'est bien noté. Bonjour Jean-Luc Epal. Bonjour. Bienvenue donc à cette première édition du Salon du livre de Saint-Just-Saint-Rambert. Alors on entend beaucoup parler de vous sur Saint-Étienne. Pourvu que ça dure. Ouais. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu votre parcours si riche? Moi, mon parcours, ça va être un peu long. Ouais, Mais on va le résumer, alors. On va le résumer. Je suis d'abord comédien. À la base, j'ai commencé, on va dire, par écrire les spectacles que j'aurais aimé jouer. Ouais. Et en parallèle de ça, je me suis intéressé au parler stéphanois. Donc, Quand vous dites les spectacles que j'aurais aimé jouer, c'était quoi? C'est des choses qui n'existaient pas? oui, c'est les spectacles que j'ai écrits, les sketchs qui me faisaient rire et que je ne trouvais pas forcément dans le D'où la répertoire. phrase, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà, ou voire même on n'est jamais si bien desservi que par soi-même parfois. Mais Ça arrive, peut c'est dans les arriver. deux sens, hein. C'est dans les deux sens. Donc voilà, donc je suis devenu auteur. Je pense que si j'avais pas joué, si j'avais pas été comédien, je ne serais pas devenu auteur. Ouais. Je suis donc devenu auteur pour servir le comédien Par la que force des j'étais, choses. un peu par la force des choses. Et puis maintenant j'ai les deux casquettes en parallèle. Donc vous faites des spectacles et vous écrivez. Voilà. Et le parler gaga, c'est venu comment? Alors c'est comme moi un peu, c'est les grands-parents, c'est Oui, c'est le terroir stéphanois. C'est l'histoire, c'est le. À l'origine, je me suis intéressé au parler stéphanois un peu pour m'en moquer quand j'étais gamin, parce que dans ma famille, il y avait une partie de ma famille qui utilisait bien le vocabulaire et c'était pour m'en moquer. Donc tout gamin, j'ai commencé à écrire
un petit glossaire où je repérais des mots que disait ma grand-mère, etc. Mais pour m'en moquer. Et puis, en grandissant, j'ai rencontré plein de gens qui n'étaient pas de Saint-Étienne. C'est un choc. On parle à quelqu'un et il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Non, c'était pas ça. Il me parlait des gens. Il disait que quand il était arrivé à Saint-Étienne, ils étaient stupéfaits par les gens, par l'accueil, la spontanéité, la convivialité. Et du coup, ça a fini par me titiller, me dire, mais dans le fond, je me moque de ces gens en quelque sorte, à travers leur... Mais ils sont peut-être quand même intéressants et il faudrait peut-être creuser parce que du coup, peut-être qu'ils véhiculent des valeurs qui méritent peut-être plus de respect que je ne leur en accorde. Et donc petit à petit, le doigt s'est mis dans l'engrenage et puis la manche a été happée et puis tout le truc. Alors, en tant que comédien, à un moment donné, on m'a dit tu devrais écrire un spectacle. Je voulais pas parce que j'avais peur, j'avais raison, de me faire enfermer dans ce personnage et j'ai résisté un peu, pas trop longtemps, mais j'ai fini par le faire. Et effectivement, on m'a beaucoup enfermé dedans. Ça a pu m'agacer à un moment donné, parce qu'on se dit toujours « Ah, mais je vais faire autre chose, etc. » Et puis aujourd'hui, je ne pas cracher dans la soupe. On a le droit de cracher dans la soupe que quand elle est vraiment trop épaisse. Je suis tout à fait heureux de ce que j'ai pu faire. Alors, parfois on me réduit un petit peu à ça, mais c'est pas grave. Parce que on est toujours réduit à quelque chose. Oui, donc de toute façon, et là c'est une prison dorée, donc et qui me permet de faire plein d'autres choses maintenant. Donc quand on fait des livres sur le Gaga, c'est juste sur la région ou alors on va parler du Gaga ailleurs dans d'autres régions de France? Alors, j'ai pas beaucoup l'occasion parce que je suis très pris ici. Je joue tous les week-ends. On fait 80 spectacles dans l'année ici, donc j'ai pas tellement l'occasion d'aller. Vous avez un théâtre qui vous appartient? À l'Arrêt Camari. Enfin où je suis, on va dire, en résidence permanente. Donc j'ai pas tellement l'occasion d'aller ailleurs, mais de temps en temps on me sollicite, donc je vais ailleurs et c'est un grand plaisir. Et je pense que ça peut effectivement très bien voyager. Les seuls qui nous disent, quand on fait au théâtre des spectacles, en général les seuls qui nous disent j'ai rien compris, je comprends rien, c'est des Stéphanois. Ah ouais. Oui, qui ne veulent pas comprendre. Quand on ne veut pas comprendre, on comprend, parce que c'est une espèce de snobisme, c'est-à-dire que c'est un peu, on méprise un peu. J'avais jamais vu cet angle-là. Si, alors que nous, on a des gens qui viennent du Nord, qui viennent de Bretagne, il n'y en a pas toutes les semaines, mais régulièrement, on a des gens qui viennent d'ailleurs, et qui nous disent, j'ai pas tout compris, mais les Stéphanois non plus, parce que moi, il y a des mots que j'ai sortis des oubliettes, que j'ai jamais entendu utiliser, je les remets On est à peu près sur combien de mots en Gaga à peu près que vous avez répertorié? Alors, dans le dictionnaire, on en a répertorié, je crois qu'il y a 1200 entrées à peu près. Enfin, on avait trouvé un millier, parce qu'on avait compilé, quand on a voulu faire ce dictionnaire avec Jacques Plaine, on s'était rendu compte qu'il y avait des mots qui étaient dans le Parler Gaga de la Baie d'Orna, d'autres qui étaient dans le Petit Gaga illustré de Pierre Perrin, et d'autres qui étaient dans le Piou et la Grabotte de Jean-Paul Chartron. Certains étaient dans les trois, et certains n'étaient que dans un ou dans deux, donc on a fait une compilation. Et là, on a trouvé à peu près 1 millier de mots. Et à partir enfin, je dis des mots, c'est plutôt des entrées, parce qu'après il y a toutes des déclinaisons, parce que le verbe peut donner un nom, voilà, c'est plus des champs lexicaux que vraiment des mots. Et là on s'est rendu compte qu'il y en avait qui n'étaient pas non plus, qui n'étaient pas dans ces dictionnaires Gaga, qui n'étaient pas dans le dictionnaire d'Argot, qui n'étaient pas dans le dictionnaire français de Robert, et qui étaient utilisés dans la région. Donc on en a rajouté à peu près 200 ou 300. Et comment on fait pour aller chercher ces mots? On va les trouver où? Eh ben on les trouve un peu au quotidien sur un truc, donc paf, tiens ce mot. Parce qu'on a toujours l'impression d'utiliser les mêmes en fait, et il y en a beaucoup finalement. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Je vous dis, on en est à peu près à 1300. Donc quand et à chaque réédition, là on en est, je sais plus, à la 5e ou 6e réédition, chaque fois on en rajoute quelques-uns parce qu'on s'est rendu compte qu'il en manquait, on reprécise un petit peu les choses. Est-ce qu'on peut faire là aussi un hit parade? Est-ce qu'il y a vraiment des mots qui sont en tête de gondole, si j'ose dire? Oui. Le babet, Beausaigne, c'est les... Vous savez quelle est mon expression préférée? Non.
Non. C'est Passer sous le tram. Passer sous le tram, voilà. J'ai tellement entendu Oui, oui, petit oui. celle-là que... Passer sous le tram, le temps de midi aussi, c'est des choses. Alors le temps de midi, c'est plus insidieux parce que c'est pas des mots de vocabulaire stéphanois, c'est des mots français, mais qui ont un sens particulier. Alors il y a d'autres régions où il y a un peu des équivalences. À Metz et dans l'est de la France, on dit entre midi. On fera ça entre midi, sans dire la suite, quoi. Puis il y a aussi des moments, le québécois, je pense qu'il y a aussi des accroches, non? Alors, le parler régional, il peut avoir différentes origines, mais notamment, ça peut être des mots d'anciens français Voilà. qui ont disparu à certains endroits et qui ont résisté à d'autres. Donc, on peut avoir des cousinages de mots régionaux qui sont restés régionaux chez nous parce qu'ils étaient utilisés dans l'ancien français et ils sont tombés en désuétude, sauf chez nous et dans d'autres régions. Donc, on peut avoir des accointances avec effectivement l'Est, la Vendée. Alors, après, avec des gens qui sont partis au Québec et qui ont emmené aussi leur vocabulaire. Donc, on peut avoir des petits cousinage comme Et ça. toutes ces expressions, on peut les expliquer, savoir leur origine, pourquoi Alors- la fameuse 8 jours sous une benne qu'on explique, parce que les mineurs pouvaient survivre, je crois, 8 jours en étant sous une benne. Non, ça c'est faux. Oui, ça c'est du. C'est la légende, alors. C'est de la légende et c'est le folklore stéphanois. Parce que dans quelle occasion le mineur aurait pu vivre sous une benne? Sous un coup de grisou, Voilà. il n'avait pas le temps de Un se mettre éboulement, sous- il n'avait pas le temps de se mettre sous une benne. Dans un éboulement, il n'avait pas le temps de se protéger sous une benne. Non, cette expression qu'on considère comme stéphanoise alors qu'elle ne l'est pas spécifiquement, on m'a rapporté des Mais c'est ce qui est passionnant, hein. des exemples. Oui, c'est des exemples dans la Creuse, par exemple, où on dit 8 jours sous une benne, le cul à la bise, parce qu'il y a, C'est à la bise, c'est plus la mine, il y a alors. des variantes, voilà. Mais c'est pas la mine à l'origine, c'est plutôt une expression agricole. D'accord. C'est que les poules, on les isole souvent 8 jours, on les met sous une benne, sous un benon, mais c'est plus benon, un panier pour les empêcher de couver quand elles pondent un œuf. D'accord. Pour qu'on puisse le prendre et le faire. Et quand on les isole comme ça 8 jours après, paraît-il, hein, j'ai jamais eu de poule, mais elles ne pensent plus à aller couver leur œuf, elles pensent plutôt à les manger. Donc c'est pas une expression typiquement stéphanoise, c'est pas une expression de mine, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ah ben oui, je viens d'apprendre quelque chose. Mais il y en a plein comme ça. mais c'est pour ça que je vous donne des exemples, Quand, hein. quand on me dit un canon, par exemple, un canon, ça c'était les armuriers, pas du tout. Le canon, c'était une mesure de capacité du Moyen Âge qui était utilisée partout, comme on pouvait dire une coudée ou des mots me manquent, mais c'était juste une mesure de capacité. Et c'était à peu près le volume. On a juste, comme on dirait, une petite goutte dé à coudre. Voilà. J'en mets une dernière dans la boîte. En vacances, j'avais dit un soir, on va à la Vogue, et tout le monde m'avait regardé de travers, et je ne savais pas ce que c'était que la Vogue. Alors, la vogue, ben là c'est pareil, ça se dit à d'autres régions, c'est la même étymologie que la fête votive, c'est la fête où on faisait en général un vœu, donc une procession religieuse. Vœu, vogue et fête votive, c'est la même étymologie. Donc là c'est pareil, ça a disparu, c'est encore utilisé pas mal en Savoie, dans le sud-est français, mais c'est vrai que dans d'autres régions, ils ne savent pas ce que ça veut Avec dire la vogue. votre grande expérience du gaga, est-ce qu'il y a des mots encore qui sont inconnus pour eux? Oui. Moi, je ne peux pas dire lesquels, puisqu'ils Oui, mais pour l'instant, ils sont inconnus. Mais on en découvre tous les jours. Alors, par contre, je me méfie beaucoup, parce qu'on en voit parfois qui circulent, des mots. Nous, quand on intègre un nouveau mot dans le bouquin, on essaie d'avoir deux sources différentes. Parce que parfois, il y a des mots qui se créent dans des familles. Ce qui ne lui donne pas la légitimité d'être considéré comme du parler local. Alors des gens les mettent comme ça. Alors maintenant, il y a un outil qui est bien pratique, mais dont il faut se méfier, c'est Internet. C'est-à-dire qu'à une époque, moi, quand je cherchais un mot, je prenais le Robert, je prenais le Larousse, je prenais le dictionnaire d'argot et je faisais des recherches pour voir si on le trouvait quelque part. C'était parfois un peu compliqué. Maintenant, il suffit d'entrer
d'entrer le mot, et puis on voit ce qui sort. Mais C'est une bonne explication parce que moi j'ai cherché pater pendant longtemps et chaque fois on m'a donné un truc pour caler une porte. Ce qui n'avait rien à voir avec les paters qui criaient dans les rues. et il faut s'en méfier énormément parce que parfois des gens trouvent un mot, le mettent sans qu'il ait forcément cette légitimité-là, et d'autres le reprennent. Donc on trouve parfois, si on tape, on voit, oh ben celui-ci c'est un mot stéphanois parce qu'il a 15 ou 20 entrées, mais c'est la même entrée qui est ressortie. Donc il faut refaire ensuite un travail de recherche et aller voir ce que c'est que c'est. Chez nous. Mais le dernier, alors je suis un bon client, hein, Non, mais on a le n'a temps, pas de besoin toute de relancer façon. la mécanique avec moi. Mais un des derniers qu'on m'a signalé, alors maintenant c'est pas mal parce qu'il y a, avec les réseaux sociaux, je lance de temps en temps des enquêtes. Je dis, est-ce que vous connaissez ça? Et donc j'ai des réponses. Le dernier qu'on m'a soumis, c'est découlatré. Je l'ai déjà entendu. Voilà, le mot découlatré, donc qui veut dire avoir comme Bernard-Henri Lévy, hein, la chemise ouverte comme ça, c'est-à-dire le cou découvert, sans. À l'italienne un peu. Voilà, tu vas te découlâtrer, tu vas attraper la mort, t'es tout découlatré. Et ça a l'air d'être une exception locale, mais sur Husson en forêt, pas la Haute-Loire, mais le forêt proche de la Haute-Loire, Husson en forêt, la Chapelle en la Faille, vers Saint-Bonnet-le-Château, tout ça, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, moi je suis de là-bas et je l'ai entendu de là-bas. Donc voilà. Alors comment on vous met dans les spécialistes du gaga dans la région. Moi j'ai rencontré aussi Lily Barbier, qui est un phénomène aussi stéphanois. Est-ce qu'il y a une rivalité entre vous? Alors, il y a quelqu'un de plus légitime qu'un autre dans le gaga stéphanois? Alors, c'est assez compliqué de dire ça. On a travaillé ensemble avec Lily Barbier, mais bon, j'avais commencé, ça fait maintenant une trentaine d'années que j'ai fait des choses autour du parler stéphanois, et d'autres sont venus un peu après, effectivement. Quel est votre agenda qui va venir dans les semaines qui viennent? Le programme du théâtre, donc on a notre programmation régulière. Ce soir, j'y retourne, j'y étais hier, et toutes les semaines on y est, mais on travaille un peu plus spécifiquement sur notre prochain bébé on a profité du premier confinement pour faire un CD de chansons parodiques en parler stéphanois. Et on a fait le premier opus, et là pour le deuxième confinement on a préparé le deuxième, qui lui sera un double album, donc un album de parodie et un album de création. Et vous enregistrez ça dans la région? On enregistre ça chez nous, oui, au théâtre. Et le mixage est fait avec nos amis de Studio Mag. Avec Angelo? Avec Angelo, bien sûr. Les salons, ça vous apporte quoi quand vous venez sur un salon là, dans la région? C'est un moyen de voir du monde, de dialoguer, de mettre de l'humain, comme je dis souvent? Oui, c'est de voir très souvent les gens. Sincèrement, c'est pas les ventes. Financièrement, c'est pas forcément un investissement, mais c'est pas là que vous allez devenir riche. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Mais du coup, ça permet de rencontrer les gens. Très souvent, les gens viennent nous voir, nous parlent du théâtre, nous ont vus. Ça crée du lien. On n'a pas toujours le temps, à la fin des spectacles, de voir tout le monde, même si moi j'ai une habitude, c'est de toujours aller saluer les spectateurs à la fin des spectacles, quelles que soient les salles. Je me rappelle, on avait même fait à l'Esplanade quand on avait joué, donc 1200 personnes. J'étais venu les saluer à la sortie pour les remercier d'être venus. Vous êtes resté jusqu'à 4h du matin alors. Pas tout à fait, mais on était restés grand moment. Alors, je n'ai pas pu tous les voir parce qu'il y avait plusieurs sorties, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais toujours accompagner les gens à la sortie de la salle. Ça me semble être le minimum du respect qu'on doit aux spectateurs. C'est la première édition. Donc du coup, là, les gens, ils ont un peu plus de temps, ils viennent discuter. Je disais, c'est la première édition ici à Saint-Just-en-Ambert. Comment vous trouvez l'atmosphère et l'accueil? C'est sympa, l'accueil, c'est absolument charmant, mais il faut de toute façon que c'est jamais sur les premiers, c'est rarement sur les premières éditions que ça fonctionne. Donc si on veut que ça fonctionne à la 4 ou 5e, il faut qu'il y en ait une à la première, et donc il faut y être aussi à la première. Il faut être à la première, mais pas à la dernière alors. Il faut y être aussi à la dernière. Mais bon, en plus, là, je suis venu, la ville de Saint-Just m'avait programmé ici dans la salle il y a quelques temps, donc voilà. On retourne voir les. Écoutez, voir les spectateurs. je cherchais un mot gaga pour conclure, mais je ne le trouve pas.
Donc, bonne continuation. Et puis, au plaisir de vous recroiser. Eh bien, avec plaisir. Et on peut dire fouilla, quoi. Sans adieu, ménagez-vous et un de ces moments. Et à la prochaine fois, ça se voit pas avant, comme je termine les chroniques. Lily m'avait dit sans adieu. Oui, sans adieu. À très bientôt, merci. très bientôt, au revoir. Bonjour François Chaplon. Bonjour. Bienvenue au Salon du Livre de Saint-Just-Saint-Rambert. Alors je vois que devant, sur la table, nous avons un nouveau livre, c'est la 4e enquête. Oui. Est-ce qu'on peut déjà vous présenter? Oui, alors j'écris des romans policiers depuis, j'ai commencé en 2000, enfin, j'ai publié mon premier en 2015. C'est en fait des enquêtes qui sont menées par la brigade de recherche de Montbrison. Mon personnage principal, c'est une enquêtrice, Camille Lorcet. Donc elle a démarré sa carrière dans mes romans en 2015 avec Dors mon ange. Et j'ai par la suite écrit... alors c'est la suite dans le sens où c'est les mêmes enquêteurs, mais ce sont à chaque fois des enquêtes. C'est des histoires séparées chaque fois. Oui, oui, tout à fait, on peut très bien en lire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à l'écriture, comme beaucoup de gens? J'ai toujours eu envie d'écrire sans jamais le Oser. faire, en fait, sans jamais tenter même. Et en fait, c'est en lisant un roman policier que je me suis dit, mais c'est tout à fait le genre d'histoire que j'ai envie d'écrire. Parce que écrire, c'est pas simplement prendre une feuille et un stylo, c'est aussi faire un travail d'enquête finalement. Oui, après, je pense qu'on a chacun sa façon de procéder. Moi, j'ai commencé à avoir des éléments d'une histoire. C'était un petit peu un puzzle, mais j'avais tellement envie de m'y mettre que je me suis lancée. Après avoir rencontré les gendarmes et avoir mené ma petite enquête justement sur les moyens techniques, enfin les choses un peu techniques justement d'une enquête de gendarmerie, j'ai commencé à écrire et après je me suis plus arrêtée. Il y a la phase écriture, mais aussi la phase édition. Comment ça se passe aussi? On cherche un éditeur. Là aussi, quelle est la procédure pour que finalement ce désir d'écrire, ce soit un objet qu'on a entre les mains? Alors, il y a pas mal d'étapes et c'est vrai que pour ma part, j'ai commencé, en fait, j'ai été publiée par un éditeur local qui a publié mes 2 premiers romans et puis par la suite, j'ai continué seule. Je suis en auto-édition parce que ça se passe très bien, parce que mon éditeur avec qui ça se passait très très bien a pris sa retraite et que plutôt que de continuer, c'est compliqué avec les maisons d'édition parfois. Comment on sait dès le départ combien de tirages on va faire? On sait pas. On part dans On ne l'inconnu? sait pas. Après, c'est de la pression à la demande, donc c'est pas très contraignant. Ouais. On commande un certain nombre et puis on fait des salons, on essaie de se faire connaître. Justement, vous parlez de salon. Comment vous êtes arrivé sur ce salon de Saint-Just-Saint-Rambert? En fait, j'ai fait la fête du livre de Saint-Étienne et il se trouve que les bibliothécaires de Saint-Just qui organisaient ce salon sont venus nous rencontrer et m'ont proposé de participer. Et bien sûr, j'ai accepté. Un salon littéraire comme celui d'aujourd'hui, ça vous apporte quoi finalement? On rencontre ses lecteurs, on voit du monde aussi, parce que quand on écrit, on est tout le temps devant sa feuille toute seule. Comment ça se passe aussi? C'est plus relationnel ou c'est aussi, il y a aussi une partie commerciale, bien sûr? C'est très relationnel en fait, on fait toujours de très très bonnes rencontres sur les salons. C'est vrai qu'on finit par connaître pas mal de monde et ça fait toujours plaisir de se retrouver et d'échanger. Et puis c'est vrai qu'avec le Covid, on a passé beaucoup de temps sans salon, donc c'est toujours un plaisir de... C'est des endroits où on vend? Ou c'est juste du relationnel? On vient quand même aussi pour vendre, malgré tout, surtout quand on est des auteurs locaux, on n'a pas une notoriété qui nous permet de vendre sur le plan national. Donc vraiment, quand on est dans des salons, on fait en sorte peut-être de rencontrer les lecteurs. Certains nous connaissent déjà, d'autres nous découvrent. C'est l'occasion de plein de choses. En fait. Quelle est l'actualité qui vient pour vous? Alors, moi, il se trouve que pendant le Covid, pendant les différents confinements, j'ai eu envie de passer un petit peu à autre chose. J'ai mis un petit peu le polar de côté, parce que mon dernier roman a été publié en 2020. Et j'ai écrit une pièce de théâtre et il se trouve que cette pièce va se jouer très prochainement, là, le 2 avril. Fantôme, ne pas déranger, c'est ça? Voilà, Donc ça n'a rien à voir avec vos histoires de polar? Alors c'est un petit peu à voir parce que c'est une comédie policière. Ah, avec des fantômes. Alors il y a un fantôme, il se trouve que c'est un fantôme qui occupe l'aile d'un château qui est rénové et qui va devenir
une suite luxueuse pour des couples de jeunes mariés. Et ce fantôme est dérangé. J'étais installée là, c'était tranquille, et puis on le dérange, donc forcément elle va tout faire. Il se trouve que c'est une dame, c'est la comtesse qui habitait le château de son vivant, et elle va tout faire évidemment pour se débarrasser de ces intrus. Où c'est que vous allez chercher cette inspiration? Je ne sais pas. Non, mais vraiment, je ne sais pas. Et donc, si je lis bien votre flyer, c'est une pièce qui se jouera à la Passerelle, ici même. Donc, on peut redire la date, le 2 avril, donc c'est dans un mois. Ouais. Et c'est ouvert à tous les publics. Ah oui, c'est une comédie, donc là, il n'y a aucun souci, ça peut convenir à tout public. Dernier mot sur le salon, comment ça se passe cette journée? Pour Bien. cette première, comment vous ressentez l'atmosphère? Bien, franchement, c'est une organisation fantastique. Les gens qui nous ont reçus sont aux petits soins. On est vraiment très très bien accueillis. C'est parfait. Donc il va falloir continuer d'écrire pour être réinvité dans les années qui viennent. Ah ben, je suis en train d'écrire le 5e. Très bien. Ce sera toujours avec Camille Orset. On va sortir un petit peu de la région. Ouais, vous allez quitter Montbrison un peu. Il se trouve qu'elle prend des vacances et que sur son lieu de vacances, il se passe quelque chose. C'est fou, il se passe sur quelque chose. Voilà. Très bien, bon après-midi. Merci beaucoup. Et puis au plaisir. Bonjour Paul Sorbet. Bonjour Gilles Charles. Bienvenue à cette fête du livre, cette première fête du livre à Saint-Just-Saint-Ambert. J'ai envie de vous dire avant de vous présenter, vous êtes un peu le spécialiste des livres sur Saint-Étienne. Le spécialiste peut-être. Un des spécialistes. Un des spécialistes, j'en ai commis quelques-uns effectivement. Oui. Votre parcours, c'est quoi avant d'écrire? Il n'y en a pas parce que j'ai toujours écrit. Ouais, toujours. J'ai commencé à 14 ans. Qu'est-ce qui vous avait donné envie d'écrire? Je pense que c'est inné. Ouais. Vous avez commencé par quoi? De la poésie J'ai commencé par la poésie, oui. Et puis après, c'est quoi le chemin? Alors, le chemin, c'est un moment. Je commence par la poésie classique, comme beaucoup. Et en fait, la poésie classique, c'est très exigeant, c'est compliqué. Et à un moment donné, j'ai trouvé que la pensée, elle est bridée par la rime, par le rythme classique. Je maîtrise très 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 bien le rythme de l'Alexandrin. Par contre, la rime a l'inconvénient d'arrêter la pensée. Donc, elle arrête la pensée. Donc, le discours, le discours est forcément différent quand on l'arrête à un moment donné. Et comment ça vous est venu d'écrire finalement sur votre ville, Saint-Étienne? Il y a beaucoup de choses à raconter, j'imagine. Alors, en fait, oui, c'est très simple. D'abord, ce qui est important, c'est que j'ai quitté la ville à un moment donné, par hasard, puis je suis revenu en ville par hasard. J'étais très content de revenir à Saint-Étienne. Je reviens à Saint-Étienne et je suis allé adhérer à l'association des anciens de Saint-Michel. Parce que j'étais comme ça, je l'avais été avant de partir en Bretagne. Et le président de l'époque me dit ce serait bien qu'on écrive l'histoire de Saint-Michel. Et je dis, je veux bien faire ça, je suis disponible. Et au départ, il était question de faire une petite monographie rapide, 15-20 pages, etc. Je me suis pris au jeu et j'ai écrit un livre complet sur l'histoire de Saint-Michel qui fait 180 pages. J'ai abordé le sujet à fond, en commençant par l'histoire d'Ignaz de Loyola, de la Compagnie de Jésus, etc. Donc c'est comme ça. Et en écrivant l'histoire du Ça a ouvert d'autres portes. Je suis rentré un peu plus avant dans l'histoire de Saint-Étienne. Mais j'avais depuis très longtemps tout petit dans la tête que l'histoire de Saint-Étienne, telle qu'on la raconte depuis le début du XIXe siècle, une dizaine d'auteurs, une dizaine d'historiens plus ou moins sérieux, ne me plaisait pas. Cette ville dont on disait qu'elle avait émergé par hasard au XIXe siècle avec la révolution industrielle, c'était une idée qui me convenait pas. Je trouvais ça pas logique. Je ne pensais pas que de rien on puisse faire une ville aussi importante. Donc je me suis penché dedans. Il se trouve que j'avais fait des études sur la toponymie quand j'étais en Bretagne. De fil en aiguille, j'ai étudié, j'ai fait un certain nombre de choses. Et je suis tombé par hasard sur une conjonction de faits qui fait que j'ai arrivé à prouver que finalement Saint-Étienne, ça existait depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Ah, j'ai envie de vous dire, c'est pas d'hier. Non, c'est pas tout à fait d'hier, non. Non, et je suis resté très étonné moi-même de cette découverte. J'étais tellement étonné que je n'ai pas osé en parler en me disant on va pas me croire. Et puis j'ai creusé, j'ai vérifié.
J'ai confronté mes idées, j'ai confronté mes choses, et puis j'en suis venu au fait, je me suis convaincu que ce que j'avais trouvé n'était pas du tout idiot. Voilà, donc... Et après, il faut mettre tout ça par écrit. Donc, il faut mettre tout ça par écrit. Alors, j'avais écrit un gros volume très long, très important, qui devait faire 450 pages, un truc comme ça. Et j'ai pensé que 450 pages, c'était pas très bien, puis il y avait beaucoup de choses différentes dedans. Donc du coup, j'ai scindé mon livre en 3, mes recherches en 3. J'ai écrit d'abord Ma ville aimée, qui est un livre qui raconte ma vision de Saint-Étienne à moi, petit et revenu à Saint-Étienne, petit adolescent et revenu à Saint-Étienne adulte. Quand vous êtes parti et revenu, est-ce que vous l'avez trouvé changé, cette ville? Ah, totalement. Totalement. Et encore plus maintenant, ça n'a rien à voir. Je veux dire, moi, mon père m'emmenait visiter des quartiers périphériques de Saint-Étienne. Le souvenir le plus fort qui m'a marqué, c'est quand il m'emmenait au Marais. Au Marais, là où il y a la zone industrielle aujourd'hui. Au Marais, il me disait, tu vois, on allait sur la place Garibaldi, la place du Soleil, on domine le Marais, et papa me disait, regarde. Et c'était un cloaque, c'était des bidonvilles, les gens vivaient dans des conditions épouvantables. J'ai vu des photos du bidonville, les derniers sur Méon, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, ouais. C'était abominable. Et là, on est dans les années 60 à peu près. Hein. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et ça m'a frappé, ça m'a frappé. Et il m'emmenait un peu dans les. On habitait Plage Jacquard, derrière la Plage Jacquard, là où il y a aujourd'hui des quartiers qui ont totalement changé. On avait des immeubles de très mauvaise qualité, sans confort, sans hygiène, sans rien. La ville, elle a totalement changé. La ville était noire, et fort heureusement, elle ne l'est plus. Les façades ont beaucoup changé. Ah, les façades sont propres, oui. Oui, les façades sont propres. Donc, c'est pas, effectivement, c'est vrai que 15 ans après, puis 25 ans après, puis 30 ans après, parce que quand je suis revenu, c'était encore un peu gris. En 85, c'était encore un peu gris. L'exploitation minière venait de finir. Mais bon, à force d'avoir accumulé toutes ces saloperies pendant un siècle et demi, bon, forcément, c'était pas vrai. Mais ça a beaucoup changé, effectivement. Ça vous parle, vous, quand on vous parle de design à Saint-Étienne? Oui, ça parle. C'est une bonne harmonie avec Saint-Étienne ou c'est quelque chose de complètement... Alors, c'est une bonne harmonie. Moi, j'ai du mal, j'avoue, je comprends pas tout, mais forcément que je peux pas tout comprendre. Alors, c'est une bonne harmonie, c'est pas une bonne harmonie, c'est une logique. Logique. Parce que ce que j'explique là-dedans, quand j'écris toute l'histoire... C'est un peu ce que j'ai entendu, effectivement, la logique. Une suite logique, ouais. Oui, c'est une suite logique, parce qu'en fait, l'âme stéphanoise, ce n'est pas la ville ouvrière, c'est faux. Saint-Étienne, c'est pas une ville ouvrière. La partie ouvrière de Saint-Étienne, c'est d'abord une faible part de la population et un très peu de temps de l'histoire de la ville. La ville de Saint-Étienne, c'est d'abord une ville d'armuriers, d'artisans, de vrais artisans. Après... Est-ce qu'il y avait une raison pour qu'on fasse des armes à Saint-Étienne? Oui, parce qu'il y avait du fer et du charbon. Du fer et du charbon. Ouais. Le charbon pour chauffer le fer, justement. Le charbon, c'est le meilleur combustible pour faire des forges permanentes, parce que le charbon ne baisse pas d'intensité comme le bois. Le bois, il faut rapprocher. Le charbon, ça brûle d'une manière harmonieuse, et c'est beaucoup plus chaud. Et c'est beaucoup plus chaud que le bois. Très bien. Et il ne faut pas un autre élément comme l'eau? Il faut de l'eau, oui, bien sûr. Donc le furan. Donc l'eau, oui, il faut une rivière. Et d'ailleurs, j'explique la conjonction de tout ça avec des datations qui se font par la topographie, par la toponymie et le climat. Et donc, pour en revenir à ce que vous me dites, en fait, on commence par l'armurerie, et puis à la fin du XVIe siècle, où la population quadruple au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, on éclate un peu et on découvre la passementerie. Et les Stéphanois s'emparent de la passementerie, et en 30 ans, les 30 premières années du XVIIe siècle deviennent un des plus gros producteurs de fabricants de passementerie en France. Il y a une raison aussi? Non, c'est un hasard. Le hasard. En fait, la soirée arrive à Lyon à peu près dans ces eaux-là. Les Couramiaux, un peu tournés vers Lyon, se trouvent emmenés dans cette affaire, et ils vont jusqu'à Saint-Étienne. Et ce qui s'est passé, c'est que la structure de l'économie du ruban et de la soie entre Saint-Chamond et Lyon s'est fait par des corporations et des maîtres marchands. Ces gens-là sont des marchands, sont des gens qui ne fabriquent pas.
Donc ils sont comment dirais-je, ils sont promoteurs de l'économie, mais ils tirent profit sans travailler. Alors qu'à Saint-Étienne, il n'y a pas de marchands. Il n'y a que des passementiers individuels, ce qui fait que tout le monde peut faire le métier et que les très compétents ressortent. Et donc, cette production était vendue à Lyon après? alors la production a été vendue un peu partout. Il y avait... oui, elle était vendue. On n'a pas beaucoup de... J'avais dans l'esprit un peu le côté sous-traitance de Lyon, quoi. Ah non, pas du tout. Parce Rien à voir. que le Lyonnais fait de la soierie et nous on fait de la passementerie, c'est pas pareil. Deux métiers différents. Le problème, c'est que les sources ne sont pas énormes. Donc, on ne sait pas, mais il est probable qu'ils avaient des marchés. Et donc, jusqu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, donc la passementerie et l'arme cohabitent à Saint-Étienne d'une manière importante. Les armuriers sont moins riches que les passementiers parce que la marge sur l'armurerie est moins importante que cette passementerie. Mais les passementiers deviennent très riches. Et puis, au XIXe siècle arrivent les premiers maîtres de forge, arrivent les grands hommes qui font l'école des mines, le chemin de fer, etc. Ce qui fait que à ce moment-là, l'économie décolle, et c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle, qui fait que Saint-Étienne est le plus grand bassin industriel d'Europe continentale. Et à la fin du siècle, du 19e siècle, quand la révolution industrielle ne décline pas, mais se fait rattraper par le bout d'autre, les Stéphanois qui savent tout faire, naturellement tout faire, ils s'emparent de quelque chose qui est extrêmement naturel pour eux, c'est le cycle. Parce que le cycle, c'est très simple, c'est des pignons, c'est de la forge, c'est des pignons, donc c'est de la mécanique de plaisir, c'est de la forge pour les cadres, auxquels on ajoute quelques éléments qui ne sont pas... Donc c'est totalement de la petite métallurgie. Et donc on devient, comme on le sait, la capitale du cycle jusqu'à très récemment. Juste avant de devenir la capitale du football. Jusqu'avant la capitale du football, voilà. Comment vous êtes arrivé sur ce salon de Saint-Just-Saint-Rambert? Parce que je connais Jérôme très bien. Donc on vous a fait une invitation spéciale, hein? Je sais pas. Et comment vous trouvez cette atmosphère, ce salon qui est à sa première édition et j'imagine de nombreuses éditions à venir? D'abord, le cadre est superbe, il est extrêmement bien. Là, vous êtes en contre-jour par rapport à moi, mais je vois derrière vous un immeuble baigné de soleil, on est très très bien. Non, c'est très sympa, le lieu est très bien, l'ambiance est excellente. Ce qui est bien, c'est que le lieu est pas trop grand, donc on a un sentiment de partage. Vous m'avez dit avant de commencer que vous aviez eu récemment une grosse récompense, on peut dire ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots? Ah oui, je peux en dire deux mots. J'ai le grand bonheur d'avoir été nommé chevalier des arts et des lettres. Je suis très fier parce que après la Légion d'honneur et le mérite national, c'est la troisième distinction avec les palmes académiques. Et je suis extrêmement fier parce que, à ma connaissance, je suis depuis très longtemps le premier Stéphanois qui est décoré en fonction de ses talents littéraires. Donc je suis reconnu. Comment ça se passe là? Vous avez rempli un dossier, on vous a contacté? Comment ça se passe là? Pas du tout, on ne remplit pas. Les gens vous disent un jour... tiens, envoie-moi ton curriculum vitae, etc. Alors vous avez un petit vélo dans votre tête qui vous dit qu'est-ce qui se passe là? Puis un beau jour, on vous dit voilà, vous êtes nommé chevalier des arts et des lettres. Et là, il y a une remise, comment ça se passe? Non, il peut y avoir une remise, je la prépare, mais elle n'est pas faite encore. Votre agenda dans les semaines qui viennent, c'est quoi? Eh bien, le maximum de fêtes de livres, parce que comme le Covid, fort heureusement, a l'air de vouloir nous laisser tranquilles, on va essayer de recommencer les fêtes de livres. Maintenant, le nouveau virus s'appelant Poutine, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il a l'air d'être plus dangereux celui-là. Et il est assez dangereux aussi. Et on ne va pas faire de politique. Hein. Non. Merci beaucoup, Paul Sordet. Merci, Gilles. À très bientôt. À très bientôt. Et puis je vous souhaite plein de belles lectures. Souchon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette fête du livre à Saint-Just-Saint-Rambert. Comment s'est passée votre venue à cette toute première fête de Saint-Just-Saint-Rambert? Eh bien, c'est Jérôme Sagnard qui me suit déjà depuis plusieurs années, parce que c'est mon troisième roman qui est sorti, qui m'a invité. Donc du coup, il m'a dit qu'il y avait un salon à Saint-Just-Saint-Rambert. Je ne savais pas que c'était la première édition.
Donc on est vraiment très bien accueillis ici. Les bénévoles sont très très sympas et l'organisation professionnelle. Vous êtes venu présenter quoi? Alors, les 2 premiers tomes, les thrillers, les arcs-en-ciel de l'ombre et les chimères des arcs-en-ciel, qui sont sortis en 2018 et 2021, janvier 2021, mais surtout le petit dernier. Donc ça, à l'opposé d'un thriller. Le monde d'Aionios. D'Aionios, c'est le monde de l'éternité en grec. C'est un conte féerique, onirique et interactif surtout. Qui s'adresse à tous les publics? À tous les publics à partir de 4 ans. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y a à la fois la lecture classique avec le texte et les illustrations à chaque fois, mais aussi le monde sonore grâce au QR code que tout le monde malheureusement connaît maintenant. Donc c'est pour ça que c'est à partir de 4 ans, parce que quand on flash les QR codes, on rentre dans le monde sonore du monde d'Aionios. Donc je conte l'histoire et le musicien stéphanois Bastien Vidal du groupe Alcabaya m'a enregistré et a créé toutes les musiques, les bruitages et les chants. Donc du coup, même les personnes qui ne savent pas encore lire, qui ont des difficultés à lire, qui n'ont pas envie de lire, eh ben, ils peuvent rentrer dans le monde d'Aionios. On met le casque sur les oreilles et c'est parti. Exactement, tout à fait. Et c'est l'histoire d'une adolescente, Pénélope, qui habite dans un village médiéval, c'est elle, et qui aime beaucoup la musique, elle joue de la harpe. Sa vie, elle est parfaite, jusqu'au jour où elle entend une voix chanter qui lui dit d'aller dans le monde d'Aionios, de sauter dans le puits et d'aller dans le monde d'Aionios pour sauver sa famille. Le mieux, c'est peut-être d'acheter le livre, non? Et le but, est-ce qu'elle va sauter, déjà? Et pourquoi elle doit sauver sa famille? Le livre, on peut le trouver où? C'est une édition qui est nationale ou c'est juste local? Non, c'est national, c'est édité chez la maison d'édition Farallon Édition, donc dans toutes les librairies. Et aussi dans les salons, quand on est en salon, mais dans toutes les librairies, vous trouvez Souchon Christine, Le monde d'Aionios. Et ce livre-là fait partie d'un concept global, culturel et artistique. Je ne sais pas si on attend. Oui, on aura l'occasion de se revoir, je pense, dans le futur, Voilà. pour mieux développer. On va surtout parler du salon. Justement, quand on est dans un salon comme ça, qu'est-ce qu'on attend finalement? On est là pour rencontrer son public, on est là pour, j'ai envie de vous dire, de retrouver l'humain, parce qu'on a tellement été cloisonnés dans nos maisons avec le Covid. Quel est le vrai but pour vous d'un salon? Alors, c'est vraiment déjà de retrouver le public. Et j'aime bien aux lecteurs à qui je fais les dédicaces, je leur demande un retour. Un retour Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux, ou par mail pour ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, et aussi les échanges avec les auteurs. Parce qu'on a toujours à apprendre d'autres auteurs. Il y a des liens d'amitié qui se créent aussi. Et j'ai une double casquette, je suis directrice de collection jeunesse, donc du coup ça me permet aussi de voir les potentiels dans d'autres auteurs et pourquoi pas les chasser, les recruter. Justement, votre agenda, c'est quoi dans les semaines qui viennent? Il y a d'autres salons, il y a d'autres livres en préparation. Comment ça se passe un peu, votre actualité? Alors, il y a, oui, à Fraisse, fin mars, le 26 mars, il y aura le salon à Fraisse. Et après, j'attends les réponses, mais il y aura sur le Comtal en novembre. C'est pas tout de suite, là. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, malheureusement, j'avais pas planifié plus que ça. Là, on m'a invité à Fraisse aussi, mais j'ai pas fait de démarche de dédicace. Mais il y aura des dédicaces, j'espère, dans les librairies de la région stéphanoise. Et au niveau de l'écriture, je suis en train d'écrire un roman sur l'Angleterre. Je revisite l'histoire de l'Angleterre, du Royaume-Uni et surtout de la famille royale dans les années 20 et 60. Donc il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Beaucoup de choses dans l'actualité. Dernière question, pour revenir au salon, c'est plus des gens qui vous démarchent ou c'est vous qui démarchez les organisateurs pour présenter vos livres? Ça se passe comment généralement? Ouais, alors comme je suis pas du tout connue, c'est moi qui appelle. Ou la maison d'édition aussi quand elle va avoir un stand global. Mais donc c'est moi qui dis moi j'aimerais bien participer à votre salon et ils sélectionnent le dossier ou pas. Et là donc c'est pour ça que j'ai été invitée à Saint-Just-Saint-Rambert par Jérôme Sagnard, donc du coup j'étais très contente. Et du coup, quelle est votre impression de ce premier salon qui je viens de l'apprendre, aura lieu tous les 2 ans? Tous les 2 ans, et bien vraiment très bien organisé. Peut-être
que plus d'auteurs, donc dans une plus grande salle, ça pourrait être bien. Je pense qu'avec le temps, ça peut Exactement. que grandir. Hein. Voilà, mais l'organisation, elle est parfaite. Eh bien, parfait. On vous souhaite une bonne séance de dédicace. Merci à vous. Il y a aussi des tables rondes et puis on vous dit au plaisir de vous retrouver dans un salon ou dans une dédicace, dans une librairie dans la région stéphanoise. Exactement. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonjour. Bienvenue au salon du livre de Saint-Just-Saint-Lambert. C'est la première édition. Première question, comment vous avez trouvé l'ambiance aujourd'hui dans ce salon? Très chaleureuse. Ouais. Comment vous êtes arrivé sur ce salon? On vous a contacté? Vous êtes Oui, c'est mon ami Jérôme Sagnard qui m'a contacté. Non, je l'ai vu d'abord par moyen de communication et suite à ça, j'ai dit, il faut que j'appelle Jérôme parce que je pense que peut-être je pourrais être là donc pour on peut vous qualifier d'écrivain? cette manifestation. D'écrivain ou alors c'est des témoignages vos livres? Non, je suis graphiste designer, éditeur, photographe et de ce fait, écrivain, oui, mais c'est pas moi qui écris. Moi, je photographie, je mets en page, j'édite. Voilà, donc... Et dans votre édition, il y a combien d'ouvrages? En tant qu'éditeur aux éditions La Biassière, qui est ma maison d'édition, j'en ai fait 4. Donc les 2 magasins stéphanois, tome 1 et tome 2, les cathédrales gothiques en Bourgogne, et le message de Claude Durfé, donc concernant le château de la Bâtie d'Urfé. Et tout le reste, c'est à titre d'auteur, concepteur de la collection Mémoire. Et aujourd'hui, ces livres, on peut les trouver où? Malheureusement, ils sont de moins en moins. Il n'y en a bientôt plus parce que je suis en rupture donc sur pas mal de titres. Mais il reste le message de Claude Durfé, il y en a encore quelques-uns, mais un certain nombre à la Bâtie d'Urfé à la billetterie. Comment ça vous est venu l'idée de faire des ouvrages sur un siècle de magasins? C'est une idée pas commune finalement? Oui, c'est avec j'ai fait Tendance Magazine. Donc j'ai créé Tendance Magazine en 82. Hier quoi? Oui, hier. Je l'ai arrêté en 2005 pour des raisons de santé, parce que c'était d'abord un travail énorme. Je faisais tout seul. Et Tendance Magazine, c'était quand même 60 000 exemplaires par numéro et 6 fois dans l'année. Donc c'est un travail de fou, quoi. Entre le commerce, la prise d'ordre, les visites des commerçants, l'aide commercial, la mise en page, le concept, enfin tout ça c'est assez compliqué. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Suite à ça, donc j'avais un pigiste qui est devenu journaliste, qui est Patrick Bory. Et quand j'ai fait donc les livres de la collection Mémoire, je lui avais fait appel pour Saint-Étienne Mémoire. Et parce que j'avais dit à l'éditeur que je voulais mon équipe pour faire ces livres-là. Donc dans mon équipe, il y avait Patrick Bory. Et à un moment, il a dit pourquoi on ne fait pas quelque chose sur les magasins? Toi qui connais bien tout le commerce stéphanois, on peut faire quelque chose. Donc on a fait donc, les livres, donc les tome 1 et tome 2. Il est présent en tant qu'auteur. Texte, c'est lui qui prenait donc les interviews, qui récoltait les informations. L'idée c'était quoi finalement? C'était de faire une sorte d'agenda? La collection, Ouais. ce livre-là, là, sur les magasins, C'était de les présenter de quelle manière? c'est présenté donc Big Bang, c'est-à-dire qu'on part du centre et on va aux extérieurs, c'est-à-dire on part donc du près de la foire, c'est-à-dire la droguerie de la Tour, et on va donc jusqu'aux magasins qui sont à Val-de-Loire par exemple. Et le tome 2, c'est Bean Crunch, c'est-à-dire qu'on part donc des lieux dits extérieurs, comme Côte Chaude, etc., pour arriver au centre et pour faire d'autres magasins qu'on n'a pas fait au tome 2. En fait, on pourrait faire un tome 3, mais les coûts donc d'un livre comme ça, 6 000 exemplaires, c'est 80 000 € par livre. Ah d'accord. Donc, Il faut en vendre quelques-uns alors. pour 3 000 exemplaires. Donc il faut non seulement en vendre quelques-uns, mais pour payer, moi je l'ai sorti en 2002, on a sorti ça en 2002-2003, juste avant les fêtes de livres. Donc Ouais. on en a bien vendu tout de suite, forcément. Hein. On en a vendu 500 en 3 jours. Hein. Et après, donc, il en reste 2005. Pour vendre le 2005, il m'en demande encore et je ne peux plus fournir. Là j'en ai quelques-uns, c'est à titre d'auteur, tout simplement que j'avais les miens. Comment vous avez vu évoluer justement le commerce stéphanois au fil des années? Puisqu'on ne va pas se mettre les mains devant les yeux, on voit de plus en plus de façades de commerce fermés. Comment vous l'avez vécu, vous, qui était, j'ai envie de dire, à l'intérieur du système? Mal parce que la ville de Saint-Étienne, pour moi, c'est ma ville de naissance. Je suis né, donc, je suis fils de commerçant, petit-fils de commerçant, c'est vrai, artiste, etc. Donc, mon beau-père était commerçant, puisqu'il allait le faire de la Loire, et c'était des maisons anciennes, puisque c'était 1883, artiste c'était 1935. Moi, c'est un déchirement de voir la rue Pierre Bérard devenir donc un taudis, il n'y a plus personne, quoi.
Je trouve ça... Est-ce que c'est la faute à la façon de vivre aujourd'hui aux grandes surfaces? Non. Pourquoi il n'y a plus de petits commerces alors? Parce que je pense que... comment je pourrais expliquer ça? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un manque d'investissement donc, et de mise en valeur des ruelles, des rues pour faire venir... Vous pensez que s'il y avait des belles rues, des belles allées, on irait plus facilement dans les petits commerces? Je suis étonné que la rue Michelet marche très bien, et pourquoi la rue Michelet et pourquoi pas la rue de la République, qui était une très très grande rue qui marchait aussi très très bien. Pourquoi? Parce que la rue de la République, elle n'est pas donc envahie par, je dirais, par des gens qui ne sont pas de Saint-Étienne, c'est vraiment des Stéphanois qui l'habitent. Je pense que Internet a fait du mal, ça c'est sûr. La grande distribution a fait mal parce qu'on sait très bien que les grandes distributions s'implantent à 20 km en périphérie des villes pour pouvoir aspirer donc, les commerçants et que Internet, avec les jeunes, est en train de prendre aussi donc, une force au niveau... Donc, Je vais vous dire, c'est tellement simple. Oui. En 2 clics, on a livré 2 jours après dans sa boîte aux lettres, c'est incroyable. Oui, mais le savoir-faire est en train de disparaître et il faut le faire savoir. Oui, mais j'ai envie de vous dire que le commerçant du coin, il a peut-être le même fournisseur que le gars d'Internet. C'est possible. Mais par contre, le commerçant du coin, quand vous apportez une pièce, il est capable de la réparer. Oui, mais et d'avoir la pièce pour la est-ce qu'on n'a réparer. pas fait l'erreur aussi du service? C'est-à-dire que quand on va chez quelqu'un qui vous sourit, qui est bienveillant, qui est ouvert un peu à des horaires un peu différentes, est-ce que tout ça on l'a pas perdu aussi? Oui, et ça c'est important parce que à Saint-Étienne, on est très convivial. On est une ville de labeur, laborieuse. L'ouvrier stéphanois gagne la moitié moins cher, a des revenus qui sont la moitié moins importants que l'ouvrier de Toulouse. Mais par contre, il a des compétences qui sont 2 fois supérieures. Et tout ça veut dire qu'à quelque part, il y avait donc entre tout ce tissu de commerçants, d'industriels, d'artisans et d'ouvriers un savoir-faire inouï. C'est ce que On tout le le monde voit dit. avec les rubans, la teinturerie, les armes, le vélo, le cycle, enfin, etc. Et c'est ce qu'a fait Saint-Étienne. Saint-Étienne n'est pas une ville ancienne, hein. Il y a simplement Val-Benoît qui est le plus ancien, on est au 12e, qui était une abbaye cistercienne. Par contre, tout le reste c'est né avec l'ère industrielle, c'est-à-dire le 19e siècle. Hein. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs le côté chaleureux de la ville, convivial, c'est-à-dire tout le monde s'est entraidé pour que ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Et comment vous voyez l'avenir? Moi je dis souvent, hein, je ne sais pas si j'ai raison, mais que pour voir l'avenir, il faut regarder le passé. Les choses sont assez cycliques. Est-ce que vous avez l'impression que les petits commerces vont revenir? Et on a un peu cette tendance aujourd'hui de voir que les gens ont de moins en moins envie d'aller passer 3 heures dans une grande surface. Ils n'ont plus envie d'aller dans la grande surface. Parce que... Pas plus, mais moins, je dirais. Oui, parce qu'ils se trouvent devant des murs. Et je pense que les gens ont besoin de dialogue. Parce qu'on est on est dans une période où les médias, enfin la relation par rapport aux médias, c'est des médias. Ce que disait Marshall McLuhan, qui est un sociologue américain, il disait c'est des médias froids. Les médias froids, c'est quoi? Il n'y a pas de contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, il y a de la violence. Et s'il n'y a pas de... Et puis, vous voyez, on en est. Les villes deviennent violentes. Pourquoi? Parce que les murs les villes sont vides. Sont tristes. Sont tristes. Et la violence s'installe. Donc, c'est un groupe. Donc, il faut absolument faire revenir les gens donc, à l'intérieur. Alors, Saint-Étienne a une chance, c'est qu'il y a un savoir-faire qu'il faut faire savoir. Et c'est le but donc des responsables donc, de la ville pour faire ça. Et je pense qu'ils sont dans ce sens-là, mais il faut du temps. Il faut du temps. L'agenda de Jacques Héritier, c'est quoi? Vous avez d'autres choses en préparation ou alors maintenant vous avez levé le pied un peu, j'allais dire? J'ai un peu levé le pied parce que j'ai énormément donc, donné d'énergie pour Tendance Magazine sur 25 ans quand même, avec 125 numéros. Et ça m'a demandé donc de l'énergie, donc des problèmes de santé derrière, donc, parce qu'il faut travailler 12 heures par jour. Hein. Ah bah oui, je sais bien. 8 jours sur 7 presque, donc voilà, les bouclages c'est en 3 jours, c'est de la folie quoi. En 82 il n'y avait pas internet, hein, donc vous voyez ce que c'est le montage d'un livre, d'un magazine, c'est de la folie quoi. Et pour répondre à la question... Je disais votre avenir, votre agenda, c'est quoi? Il y a des choses de prévues, il y a des salons peut-être encore? Oui, encore des salons. Des livres, j'ai pas dit non, parce qu'il y a une continuité à faire sur les livres. Le problème c'est l'investissement, le problème c'est la matière première. Donc voilà. Je ne suis pas tellement numérique, je suis beaucoup pour le livre qui a une odeur, donc le papier et l'encre.
Mon avenir, donc, je suis maintenant retraité. J'expose beaucoup. J'en suis à ma 14e exposition au niveau donc photographique. Ça, c'est mon jardin secret. Depuis l'âge de 12 ans, je photographie. Donc, j'ai un certain nombre de photos. C'est des photos de quoi? Des photos en général du patrimoine, de la nature et de la culture. Avec, bien sûr, vu ma formation de designer, donc sortant de l'école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art de Paris, rue Olivier de Serres, je suis quand même sorti, comme le disait mon grand-père, major de promotion, avec mention. Et il me disait, tu ne le mets pas sur ta carte, tu devrais. Et je n'ai jamais mis. Tout à fait. Il aurait dû. Vous êtes alors aux anges finalement, si vous êtes designer, design, Saint-Étienne, c'est deux choses qui vous correspondent? Oui, mais je suis le premier designer qui a exposé à Saint-Étienne, avec Cabal, je me rappelle, et Albert-Louis Chanu, du temps où je faisais donc toute la gamme de puériculture Tigex, qui est à la Chaufetière. C'est moi qui ai créé les premiers produits, donc grande surface, de monsieur Jean-Paul Allègre. Pour conclure, on a parlé d'un siècle de magasins stéphanois. S'il fallait retenir un magasin, une enseigne sur Saint-Étienne, ça serait quoi pour vous? Celle de mon père, artiste. Il faisait quoi exactement? C'était le tissu d'ameublement et linge de maison. Mais ça, c'est une question affective. Celle de mon beau-père aussi, avec le phare de la Loire, qui était le vêtement homme. Le phare de la Loire? Oui. Ah, j'ai vu des photos anciennes, c'était au début de la place du Peuple. C'est ça. C'était un magasin qui était très très en avance sur son époque, il me semble. Absolument. On voit vraiment ça en beau sur des vieilles photos de carte postale. Qui est devenu Mati, qui est devenu la bijouterie Mati. Il m'avait dit d'ailleurs à la fin de son parcours, ce magasin est né en 1883, donc il y a 4 générations, 3 ou 4 générations qui sont suivies. Il m'avait dit, est-ce que vous ne voulez pas reprendre donc mon magasin? Mon père m'avait dit la même chose. Et puis je suis parti à Paris, j'ai fait l'école de design parce que j'ai mon côté artistique qui a été reconnu comme tel. Et puis j'ai réussi surtout le concours d'entrée, ce qui était quand même étonnant parce qu'il prenait 80 personnes à Paris. 80 personnes et j'ai été pris dans les 80 quoi. Et ça en 1967, j'avais 16 ans et je suis parti à Paris. Quitter sa famille à 16 ans, c'est quand même pas toujours très facile. S'il y avait quelque chose à changer aujourd'hui finalement, puisqu'on en est dans un bilan, qu'est-ce que vous changeriez de Saint-Étienne pour que ça soit mieux? Je referai vivre les commerces de Saint-Étienne, j'animerai donc au maximum tout ce qui est culture, j'entretiendrai le patrimoine, parce que le patrimoine c'est le fondement même de la ville. D'ailleurs je crois que son désir c'est que Métropole devienne art et histoire, donc comme Montbrison, ce qui est important. Et puis retrouver la convivialité stéphanoise, le savoir-faire et le faire savoir. Jacques Héritier, merci beaucoup. Merci à vous. J'avais presque envie de vous dire ironiquement bonne retraite, mais vous avez encore plein de projets. Je vais continuer. Oui, je vais continuer les projets que j'ai donc dans ma tête et qui est certainement ça. Et c'est toujours un plaisir de vous croiser. Oui, moi aussi, je suis bien heureux. À bientôt. Merci. Claude Caro, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la fête du livre, la première édition de Saint-Just-Saint-Rambert. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour savoir un peu qui vous êtes? Vous êtes stéphanoise, vous m'avez dit? Je suis stéphanoise, je suis historienne, maître de conférences en histoire à l'Université de Bourgogne, mais à la retraite maintenant et je me suis reconvertie dans la littérature. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une spécialiste de l'histoire stéphanoise? Oui, oui, tout à fait. L'histoire en particulier du 19e siècle. Si on a des questions, on vous les pose alors. Vous pouvez, surtout sur le 19e, je serais peut-être moins pointue sur d'autres périodes. Vous êtes spécialiste d'une époque ou de cas particuliers? Comment ça se passe là? Très spécialiste, c'est-à-dire d'une époque, mais aussi plutôt du patronat, de la bourgeoisie, des élites économiques et d'histoire culturelle d'une manière générale, sociale et culturelle. Passionnant alors. Et là, vous avez fait, ça se passe comment? Vous avez fait des travaux, des livres? Comment ça se passe? Oui, j'ai écrit une thèse qui s'appelle Le ruban et l'acier, qui a été publiée sous ce titre en tout cas. Et donc, j'ai fait de la recherche en histoire pour l'université. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller dans cette voie? C'était une passion? C'était une passion qui vient de mon enfance parce que j'ai lu très jeune les romans du 19e siècle, Balzac, Zola, Flaubert. Et oui, et puis j'allais vous dire, vous avez un nom célèbre dans la région stéphanoise. Ah oui, alors c'est celui de mon mari. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir peut-être des contacts dans mes recherches, de faire des interviews, d'avoir accès à des archives. Donc si on vous dit Armeville, ça vous parle?
Un petit peu, oui. Mais en fait, moi, d'une part, c'est pas directement ma famille, et d'autre part, mon mari ne travaille pas dans l'entreprise. D'accord. Là, vous êtes présente pour un livre, donc c'est quoi? C'est un roman, Le secret d'Adélaïde? C'est un roman, c'est ce qu'on peut appeler une histoire-fiction, c'est-à-dire un roman historique, mais qui est vraiment très proche de l'histoire elle-même, par le contexte historique, par la documentation, par la méthode aussi. Mais c'est quand même un roman avec une intrigue qui est inspirée de la vie d'Adélaïde Massenet, la mère du compositeur Jules Massenet. Le fameux théâtre stéphanois qui a brûlé. Voilà. Oui, j'ai un peu de culture stéphanoise. Voilà, et le compositeur qui est né à Saint-Étienne, même s'il y a passé peu Oui, d'années. il est parti assez rapidement, je crois, Oui, très jeune. à l'âge de 7 ans, oui. Donc c'est l'histoire de sa mère. C'est inspiré de l'histoire de C'est sa inspiré. mère. Et Oui. comment ça vous vient l'idée d'écrire là-dessus? Alors, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir consulter son journal intime qui a été écrit vers 1840 à peu près, 1840-1850, et où elle parle essentiellement de sa vie à Saint-Étienne, de son arrivée à Saint-Étienne et de son enfance aussi d'ailleurs. Elle l'arrête d'ailleurs à partir de son départ à Saint-Étienne. Et quand j'ai lu ses mémoires, je me suis dit, il faut écrire un roman dessus. Sa vie est tellement passionnante. Est tellement significative aussi de la vie des femmes de cette époque que voilà. Ça vous a fait découvrir Saint-Étienne avec un autre regard alors? Oui, avec le regard d'une femme qui n'était pas stéphanoise et qui arrivait, qui était noble, qui était très cultivée, qui arrivait dans une ville minière industrielle à une époque effroyable. Donc qui a eu un véritable choc en arrivant à Saint-Étienne. Ça m'a fait découvrir de ce point de vue-là. Puis ça m'a surtout permis de vraiment comprendre la vie des femmes de cette époque, même quand elles étaient dans un milieu très favorisé. Est-ce qu'on peut dire, si on met en parallèle les deux époques, que c'est des vies totalement différentes aujourd'hui avec ces époques-là, ou alors il y a encore des similitudes? Non, c'est une vie totalement différente parce qu'à cette époque, le mariage était arrangé. Donc une femme ne choisissait pas son mari. Là, elle a été mariée à 20 ans avec un homme qui en avait 45, qui avait déjà des enfants aussi âgés qu'elle. Et puis il n'y avait aussi aucune éducation sexuelle. Enfin, c'était la vie des femmes, même dans un milieu très favorisé, parce que c'était encore pire dans la classe ouvrière, bien sûr. C'était une vie qui globalement était difficile. Est-ce que quand vous avez fait les recherches pour écrire ce roman, il y a des choses qui vous ont surprise, étonné? Je ne vais pas dire bouleversé parce que ce serait un grand mot, mais est-ce qu'il y a eu des surprises à laquelle vous ne vous attendiez pas? Je ne peux pas parler vraiment de surprise parce que vraiment j'ai été baignée toute mon enfance et ma jeunesse dans cette littérature du 19e siècle. Donc déjà j'étais quand même bien imprégnée, plus mes travaux universitaires. Mais j'ai plutôt été touchée que surprise. Parce que là, c'est l'émotion qui arrive en tête alors. Parce que j'avais un témoignage vraiment vécu, personnel. J'étais pas dans des statistiques ou dans des histoires stéréotypées. J'étais vraiment dans la vie même d'un personnage. Et je pouvais me mettre à sa place. Entre le moment où vous décidez d'écrire ce livre et le moment où vous estimez qu'il est fini, il se passe combien de temps pour écrire un tel ouvrage? Pour moi, il s'est passé longtemps parce que j'étais dans mes travaux universitaires, donc je ne pouvais pas trop laisser de place à la fiction. C'était en parallèle? Oui, mais non, j'ai commencé à écrire un roman à partir du moment où j'ai fini ma carrière universitaire. Je ne pouvais pas mener les deux de front. Il faut de l'imagination pour un roman et l'imagination a moins sa place dans l'histoire. Et quand on parle d'imagination, on s'inspire de quoi? Quand on est dans deux époques totalement différentes? On s'inspirait, pour moi, parce que j'ai une formation d'historienne, je m'inspire des archives, je m'inspire des textes, je m'inspire du vécu des gens, de leurs témoignages, de tout ce qu'ils ont pu laisser. Est-ce que quand on écrit, on est à la place de l'héroïne? Oui, quand même. Oui, on essaye d'oublier ce qu'on est soi-même, mais même si on met, je pense, malgré tout de soi-même, on émet ses émotions, on se dit, oui, si j'avais été mariée dans ces conditions, comment j'aurais réagi? Oui. Et l'histoire du secret, il vous est venu comment? En fait, parce qu'elle a un secret, cette femme, au départ. J'imagine, puisque c'est le titre. Et moi, j'avais plutôt pensé à appeler La folie d'Adélaïde au départ. Parce qu'une femme qui, notamment, était suspectée d'adultère pouvait être emprisonnée par son mari. Son mari avait le droit de la faire emprisonner. Donc c'était sur une formule un peu plus violente. Mais derrière, et puis la folie, ça peut être une petite folie qu'on fait un jour ou l'autre. Donc ça avait un double sens. Mais apparemment, ça faisait un petit peu peur. Donc le secret qui correspond tout à fait aussi, parce que dès le départ, on est confronté à un secret qui sera évidemment dévoilé à la fin, qui n'est pas forcément non plus ce qu'on peut imaginer. C'est un livre qu'on peut trouver où?
On peut le trouver dans les librairies. Partout, on le commande, comment ça se passe Voilà, là je pense que dans toutes les librairies stéphanoises on le trouve. Et puis on peut le trouver aussi chez l'éditeur, donc City Édition. Et puis je pense sur les sites la Fnac ou autre, ce genre de site. Quelles sont les prochaines dates qui viennent, votre agenda? Il y a d'autres salons de prévus, il y a peut-être d'autres écritures. Qu'est-ce qui se passe un peu dans la suite logique de ce secret d'Adélaïde? Alors c'est une saga, c'est-à-dire qu'en fait c'est le premier tome j'ai prévu une trilogie, donc il y aura 2 autres ouvrages. Je viens de terminer le 2e qui n'est pas encore publié, que je viens juste d'envoyer aux éditeurs. Et donc il y a une sorte de suite on saute une génération. Le roman est autonome, mais on continue à suivre cette famille jusqu'à notre époque, dans les 2 volumes suivants. Et vous avez des salons de prévus? Non. Pour l'instant, non? Pour l'instant, non. Il faudra que j'édite le prochain pour avoir des salons. C'est un vrai travail à temps plein, j'ai envie de vous dire, parce que j'écoute beaucoup les auteurs pour trouver justement des relais, des dédicaces, des salons. C'est un vrai travail, non? Sûrement. Alors, j'ai un peu du mal à assurer la promotion. Je suis tellement plongée dans l'écriture, je ne suis pas très douée pour la suite, mais il faut que je me professionnalise dans ce domaine. Eh bien, on vous dit merci. Et juste une dernière question, comment vous trouvez cette première édition du Salon de Saint-Just-Saint-Rambert? Je la trouve remarquable, sans flagornerie, déjà l'initiative, parce que promouvoir la littérature, c'est vraiment indispensable du point de vue culturel. Et puis en plus, c'est vraiment très bien organisé pour une première édition. Juste une question en aparté, on a parlé de Saint-Étienne et d'une époque du 19e. Qu'est-ce que vous retenez? Quel est ce que vous mettriez en avant pour nous décrire cette époque-là de Saint-Étienne? Parce que comme on est des Stéphanois, on est toujours passionnés par notre histoire. C'est vraiment, Saint-Étienne, c'est la première ville, jusque vers 1870, c'est la première ville industrielle de France. C'est une sorte de laboratoire de la révolution industrielle. C'est l'exemple même, non seulement pour la France, mais pour l'Europe, de ce qui s'est passé du point de vue de l'industrie à cette époque. C'est une ville, l'archétype de la ville industrielle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne dédicace. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour. Bienvenue au salon du livre de Saint-Just-Saint-Rambert. Vous êtes venu présenter un livre qui s'appelle Ballon prisonnier. On va parler football alors? Oui, effectivement. C'est un roman policier qui a pour cadre le milieu du football, avec la passion qu'il suscite, mais également les dérives et les travers hélas, on lui connaît. Le football, c'est pas tout beau, tout propre. C'est parfois. C'est le côté coulisses un peu alors. C'est le côté coulisses, c'est le côté sombre un petit peu du football, puisque là en l'occurrence il est question de matchs truqués, de matchs arrangés, et ça c'est quand même la réalité aussi du football, puisque maintenant on sait que même les matchs amicaux, les matchs d'intersaison font l'objet de paris clandestins et effectivement de matchs truqués. Ah, je découvre, ça a été révélé il y a 15 jours dans la presse. De très nombreux matchs qui ont eu lieu l'été dernier, qui étaient des matchs de préparation, ce que l'on appelait avant des matchs amicaux, ont fait l'objet de paris énormes, et tout simplement parce que c'était des matchs truqués. On peut parler de mafia alors? C'est une mafia, complètement, et c'est ce que je raconte en l'occurrence dans le livre. Et qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré? Vous êtes parti de quoi? Vous en avez parlé? Vous avez eu des... Le monde du football, c'est un monde que je connais bien parce que j'ai été pendant 40 ans journaliste sportif et je m'occupais plus particulièrement des sports de ballon, football, rugby et basket. Et j'ai eu à connaître des affaires de matchs truqués à tous les niveaux. Dans tous les sports ou dans toutes les disciplines, effectivement. Heureusement que je suis assis, j'avais jamais imaginé ça. Oui, bien sûr. Surtout sur des matchs amicaux en plus. Oui, alors ça, les matchs amicaux, c'est quelque chose de neuf. Ouais. Et là, notamment, cet été, il y a eu beaucoup de matchs avec des équipes des pays de l'Est qui recevaient des équipes italiennes, espagnoles. Qui ont donné lieu à des matchs arrangés et sur lesquels les parieurs ont gagné de très grosses sommes d'argent. En fait, c'est de l'argent qui est réinjecté, de l'argent qu'on blanchit. Qui blanchit, allez dire. Voilà. Et donc, je raconte ça, entre autres, dans le bouquin. Donc, il y a une base tout à fait crédible et réelle. C'est une vraie enquête alors? Enquête, le terme serait sans doute un petit peu fort. exagéré, un peu fort. Il vous a fallu combien de temps pour écrire un livre comme ça?
3-4 mois, j'avais déjà en tête pas mal d'éléments. Et puis après, j'ai écrit ça tranquillement pendant le deuxième confinement. Et voilà, mais parfois pendant 15 jours, j'écrivais pas une ligne. Mais oui, voilà, 3-4 mois. Hein. Et donc l'histoire, elle se passe à Lens, si j'ai bien compris? À Lens, tout simplement parce que moi je suis stéphanois. Je suis natif de Saint-Étienne, j'ai commencé ma carrière de journaliste à Saint-Étienne. Je vis à nouveau à Saint-Étienne. Et j'ai toujours trouvé un parallèle fort entre Saint-Étienne et Lens. Le passé minier, le passé industriel, le passé patrimonial et puis la passion qu'ont les gens, aussi bien dans le Forez que dans le Pas-de-Calais, pour leur club, qui sont des véritables emblèmes de la ville, donc la SS et le Racing, et avec en plus la rivalité avec le voisin qui est riche, le voisin qui est un petit peu jalousé, Lille pour Lens et l'Olympique Lyonnais pour nous les Verts. Moi, je me souviens de la fameuse épopée des Lensois. Et je me rappelle d'un joueur qui est décédé il n'y a pas très longtemps, on l'appelait le druide, Daniel Leclerc, qui était phénoménal sur un terrain. Bien sûr, voilà, qui était un joueur d'exception. Avec des valeurs, j'ai envie de vous dire. Voilà, et ça, ces valeurs-là, j'en fais état parce que c'est les valeurs de labeur, les valeurs d'humilité. C'est des valeurs dont on se nourrit aussi à Saint-Étienne. Et franchement, Lens-Saint-Étienne, il y a beaucoup de similitudes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'écrire ce bouquin avec pour cadre le bassin minier de Lens. Avec ce que vous nous racontez sur votre livre, on a l'impression que comme dans beaucoup de domaines, l'argent a pris le pas finalement sur le sport. Oui, et ça c'est vrai dans tous les domaines. Et le football et le sport n'ont pas échappé à cette règle. Alors c'est pas neuf, mais depuis 10 ans ça s'est beaucoup accéléré. Et maintenant, dès lors qu'il y a de l'argent, ça suscite des convoitises et ça suscite l'intérêt de gens pas très bien intentionnés. On peut être sceptique aussi aujourd'hui alors sur les grands championnats et tout un tas de matchs. C'est pas nouveau, hein. Ouais. Il y a eu des doutes sur des matchs très importants il y a 20-25 ans. Vous vous rappelez du match pour la qualification de l'Allemagne et de l'Autriche en 92, c'était je crois. Voilà, des matchs où ils avaient mis une balle sur le pied, ils attendaient. Voilà, on jouait à pouce-ballon, 0-0. Voilà, bon, parce qu'il y avait un intérêt bien compris des deux équipes. Oui, mais là on avait presque un intérêt sportif. Alors que là, les matchs truqués de matchs amicaux, là je tombe de la chaise. Quoi. Parce que dès lors qu'il y a de l'argent, il y a des gens qui se laissent fléchir. Parce que pour certains joueurs, ils peuvent gagner sur un match truqué ce qu'ils gagneraient en 6 mois de contrat. Parce qu'on parle toujours des gros contrats du Paris Saint-Germain ou de Monaco, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont à des salaires tout à fait raisonnables. Et donc, sur un match, ils peuvent faire 6 mois de salaire. Donc, à un moment, la tentation, elle est trop grande et ils se laissent fléchir. Vous êtes ancien journaliste, vous aviez envie de continuer à écrire, de faire des livres? C'est ma passion, ça a toujours été ma passion. Vous en avez écrit combien des livres? J'ai fait 4 livres. 4 livres? Voilà, c'est le 4e et dernier, ça celui-là. Là aussi, comment on fait aussi on a déjà un éditeur ou alors on va proposer son manuscrit à plusieurs éditeurs? Comme c'était pendant les périodes de confinement et que je voulais absolument le sortir, c'est en auto-édition. Donc c'est moi qui en fais la promotion en direct. Donc là, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de relais en librairie, des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'était un choix que j'ai fait. Les précédents, j'avais un éditeur, c'était beaucoup plus confortable. Ça veut dire que quand on part un peu à l'aventure comme ça, on sait le nombre de tirages qu'on va faire pour commencer? On sait qu'il faut déjà payer l'imprimeur et le metteur en page. Donc il y a une somme en face et on sait qu'il faut en vendre au moins X pour payer les frais. Pour rentrer dans les frais. Et puis après, si on a du bonus, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est de rentrer dans les frais et d'honorer ses dettes. Pour vendre ces livres, il faut faire comment? Il faut aller faire les salons, il faut aller faire des dédicaces, il faut aller faire un peu de promo sur les radios locales. C'est difficile parce que quand vous n'êtes pas avec un éditeur, vous n'avez pas accès aux librairies. Donc pas forcément aux séances de dédicaces. Donc c'est vrai que c'est le bouche à oreille, mais ça c'est quand même toujours difficile de se vendre en quelque sorte. Et puis les salons comme ce salon de Saint-Just-Arambert. J'ai envie de vous dire, quand on est un ancien journaliste, on a du réseau quand même, non? Oui, j'ai du réseau. Donc ça m'a permis de trouver des gens qui ont été bienveillants à l'égard de ma demande, mais
voilà, on ne peut pas non plus solliciter les gens pour un oui, pour un non. On a aussi un petit peu de scrupules et de retenue. Oui, mais on a peut-être aussi envie de faire savoir qu'on a fait un livre. Parce que souvent le souci, il est que les gens ne savent pas que ça existe. Alors, on le fait savoir, mais bon, c'est vrai, la période de confinement a quand même pas été... Oui, c'est vrai que là, tout a été chamboulé. Moi, par exemple, j'avais de super contacts avec des clubs sportifs et je pensais que je pourrais, à l'occasion de troisième mi-temps, Présenter faire le la livre. promotion du bouquin. Et bon, bah, ça n'a pas été possible, puisque il n'y avait plus de troisième mi-temps. Donc, Est-ce qu'il y a des librairies dans la région où vous avez des contacts, où il y a des choses de calées? non, rien du tout. Pour l'instant, il n'y a rien. Rien du tout. Donc, on peut peut-être vous donner un petit coup de main alors sur la région. Oui, volontier. On a quelques bonnes adresses. Bon. Et les radios, les télés Alors, locales J'en ai parlé effectivement à TL7, à Radio France Bleu Saint-Etienne. Puis j'ai eu des articles dans la presse quotidienne. Quand on a des articles ou des rendez-vous en radio, est-ce qu'on sent des retombées? Ou alors c'est quelque chose qui monte comme un soufflet, j'ai envie de dire, que ça retombe? Là, en l'occurrence, c'est compliqué parce que même si les gens peuvent être intéressés, après, à qui s'adresser? Il faudrait qu'ils aient mes contacts personnels. C'est là toute la difficulté de l'auto-édition. Et les gens disent mais ça a l'air pas mal, mais ils font quoi? C'était la question suivante, on fait comment pour acheter votre bouquin? Eh ben, là, il faut me contacter en Directement, direct. il n'y a pas de lieu à Saint-Etienne où on peut aller le chercher? Non. Donc, si les gens ont mon mail, ils peuvent me contacter en me disant on est intéressé. Je peux leur amener, si c'est sur Saint-Etienne à domicile, ou leur envoyer par la poste. Donc la chose positive pour vous, ça serait d'aller dans quelques librairies, déposer quelques exemplaires et faire quelques dédicaces. Voilà. Il y a quand même pas mal de librairies dans la région, on va vous trouver ça. Après le problème c'est qu'il faut quand même financer le bouquin, et que si vous allez dans une librairie, forcément la librairie... Peut-être par les C15, mais s'il y en a au moins un qui a un roulement, quoi, je veux dire, dès qu'il est vendu, on vous en ramener un. C'est quelque chose que j'ai pas fait. Peut-être que je serais peut-être contraint à le faire, mais pour l'heure je l'ai pas fait. Et dans les semaines qui viennent, il y a d'autres salons prévus? Non. Pour l'heure c'est le dernier. Là. Et donc le but c'est donc de trouver quelques dédicaces alors. Voilà, des salons ou des séances de dédicaces dans les librairies. Est-ce qui que me permettraient de faire connaître le le bouquin. bien sûr, et puis de le trouver aussi pour l'acheter. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres projets? Oui, alors j'ai des retours que j'ai eus des gens qui m'ont acheté le bouquin ont trouvé par exemple que les deux personnages que j'ai campés, le commissaire et son adjoint, étaient sympas. Et ils m'ont dit que ça serait bien de faire une série à partir de ces deux personnages. Toujours dans le monde du sport? Non, pas forcément, mais une intrigue policière, mais avec ce commissaire et son bras droit. Ils ont trouvé que c'était des personnages sympas, attachants, et sur lesquels on pouvait construire d'autres histoires. Alors vous êtes stéphanois, vous savez qu'à Saint-Etienne, il y a une grande fête du livre en fin d'année. Est-ce que vous avez déjà travaillé pour être présent? Non. Donc je reviens à Saint-Etienne. Il faut mettre la manivelle et puis aller chercher les contacts. Effectivement. Voilà. Et puis on se retrouve au mois de septembre-octobre à la fête du livre de Saint-Etienne. Je vais m'y attacher. Voilà. Merci beaucoup et puis de nombreuses ventes, je vous le souhaite. Bonjour Pierre Rivory. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous avoir à ce micro parce que vous êtes à Saint-Etienne, on parle toujours de football et vous c'est le vélo. Le vélo, toute ma vie. Vous c'est le vélo et c'est Pélussin, j'ai envie de dire. Pélussin et Saint-Etienne. Ouais. J'ai partagé la moitié à Pélussin et la moitié à Saint-Etienne. J'ai fondé deux clubs, un en 71 à Pélussin et un en 91 à Saint-Etienne. On va y revenir. Et aujourd'hui vous écrivez des livres. On m'a poussé un peu à écrire mon histoire, alors j'ai profité de la pandémie pour le faire. Ouais. C'est vrai que ça nous a tous laissé du temps pour faire plein de choses. Voilà. Et donc vous racontez votre vie, vous racontez quoi, votre vie cycliste, vous parlez de quoi dans ce livre hein? Je parle un petit peu de ma vie en général, mais c'est surtout ce que j'ai fait que je parle. Ce que j'ai construit, les clubs, les équipes, c'est un petit peu, et puis le cyclisme à l'école qui était pour moi quelque chose aussi de très important, les organisations de courses. J'étais responsable de l'organisation de l'arrivée du Tour de Paris-Nice à Saint-Etienne, donc ça m'a appris beaucoup, ça m'a permis d'avoir beaucoup de contacts avec plein de personnes. Alors moi j'ai un souvenir qui est très très lointain puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un peu moins de cheveux blancs à l'époque et mon père allait acheter ses vélos chez vous à Pélussin et il avait fait le gentleman de Pélussin. Ah oui. C'était deux coureurs je crois. Hein.
qui faisait tout un circuit C'était pas des et on coureurs. prenait le temps du deuxième, il me semble. Oui, mais l'originalité des gentlemen de Pélussin, c'est qu'on faisait un tirage au sort entre les coureurs Tout à fait. et les gentlemen. Ça veut dire que les personnes qui venaient, ils ne savaient pas qui c'était. Avec qui ils allaient rouler, ouais. Donc, si ça allait être un très très bon coureur ou un moins bon, et le gentleman, le coureur ne savait pas s'il allait tomber sur un gentleman qui allait le faire visser tout le long ou s'il allait avoir quelqu'un de cool. Et ça permettait de créer des amitiés plus que la course, quoi. Alors moi qui suis, je ne vais pas dire un footballeur, mais un petit peu, j'ai toujours l'impression de dire que le vélo, c'est vraiment un sport qui est très très difficile, très très dur. Parce que quand il faut être sur le vélo, il faut appuyer. Hein. Je cite la phrase de Gribaldi qui disait le cyclisme, c'est pas un jeu. La course cycliste, c'est pas un jeu. Le tennis, il comparait à plein d'autres sports, il disait on joue. Tandis que le vélo, on ne peut pas. Quand on monte un col, quand on monte un truc, il n'y a personne, il n'y a rien, il faut y aller. Et pourtant, il y a un esprit d'équipe, il y a une tactique. Alors ça dépend plus dans quel milieu c'est fait. Là, je viens d'avoir une longue discussion avec un ancien élève de Saint-Étienne. Et même maintenant, s'il a presque 50 ans, il me parle encore de l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe de Val-Benoît en 91, quand on l'a fondé. C'était vraiment tous pour un pour tous. Si on revient à l'histoire, à la genèse de votre équipe, vous aviez une très bonne équipe amateur et qui est devenue professionnelle Voilà. à l'époque. Ben, c'est un petit peu, ça je l'explique un peu dans le livre. Quand j'étais professionnel et que je suis revenu à Pélussin, j'avais fait le tour quand j'étais à Pélussin. Il y avait une myriade de gamins qui m'étaient autour et qui voulaient venir rouler avec moi. Alors bon, je les emmenais 10 km à mes entraînements, je les ai retournés. Et puis pour les satisfaire, le dimanche matin, j'organisais une sortie avec eux. On s'arrêtait au milieu de la sortie parce qu'ils avaient des vélos, plus ou moins, c'était pas des vélos de course. Et on buvait un petit chocolat et on repartait. Et puis après, plus tard, je les ai fait entraîner le mercredi. Et on faisait des entraînements. Moi j'étais professionnel, j'avais le système d'entraînement qui était bon. Et je les entraînais vraiment dur. Et personne ne discutait. Et là, rapidement, ils ont voulu faire des compétitions. Et tout de suite, quand on arrivait dans des compétitions avec l'entraînement que je leur ai fait, on a gagné des courses. Quand on était au départ avec le maillot vert, tout le monde nous regardait au début parce qu'on était un nouveau club. Mais tout de suite, et on avait une manière de courir particulière. Ils étaient toujours tous ensemble avant la course. Je les rassemblais sur un coin d'une place et on discutait, ils allaient s'échauffer ensemble. Après, ils couraient Un peu à la manière du football. pareil. Et cette ambiance-là, je ne les a jamais... C'est jamais envolé. Hein. Même maintenant à 50 ans, quand ils se retrouvent, ils ont encore... C'est l'époque de Dominique Gard, de Gilles Mas, Thierry Claverola, non, il me semble aussi. On l'a eu, oui, Claverola, on a eu l'avenue aussi, là, qui a fait la préface. Qui a fait la préface. Qui a été, si je ne dis pas de bêtises, qui a porté le maillot jaune pendant quelques temps sur le tour, hein, Vincent Lavenue, non? Non, c'est Dessel qui a porté le maillot. Ah oui, c'est plus tard. Lui aussi, mais il est venu un peu plus tard. Il a profité, disons, du cours de Pélussin, mais c'était un peu plus tard. Oh, puis il y a eu des bons coureurs, il y a eu les frères Sel, il y a eu René Forestier qui était un magnifique grimpeur, qui aurait dû réussir chez les pros. Non, on a eu... Qu'est-ce qui fait, un peu comme au football, mais là c'est un sport individuel, qu'est-ce qui fait qu'un coureur il réussit ou il réussit pas? C'est dans la tête aussi, c'est la façon de se préparer? Dans un sportif, il y a deux choses. Il y a le physique et le mental. Il y a les deux. C'est pour tous les sports pareils. Et le cycliste, le mental est encore plus important que dans d'autres sports, parce que c'est dur. Et puis il y a une hygiène de vie surtout. Il y a l'hygiène de vie, mais il faut aussi avoir le moteur. Ah bah oui, le carburant. On dit aussi que ceux qui ont le cœur qui bat beaucoup plus lentement ont plus de capacité. Oui, il y a des qualités innées qu'on a dans le berceau. La morphologie? La morphologie, le vélo, on a des grands, des gros. Pas trop des gros quand même. Non, mais je veux dire des trapus. Des costauds, hein. On en a qui sont. Voilà, tout le monde a sa chance. Mais je le dis dans le livre, moi, j'aimais tous les sports quand j'étais jeune. J'étais assez bon un peu dans le sport, j'aimais le sport, on était assez bon. Mais quand j'étais sur un vélo, j'étais le meilleur.
avec des plus grands, des moins grands, avec un vélo à guidon plat. Le fait qu'un coureur il est meilleur en sprint, il est meilleur en montagne, il est meilleur par équipe, ça vient de sa façon de s'entraîner ou alors aussi c'est dans ses gènes? Ah non, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Moi, quand je faisais des tests à Léon avec des jeunes, avec le truc, sur 200 mètres, je voyais celui qui allait être un sprinter et celui qui le sera, mais plus difficilement. Quand on fait un test, quand on monte le pilote, avec des jeunes, on voit celui qui grimpe et celui qui ne grimpe pas, qui aura toujours des difficultés dans l'école. Ça, c'est inné. Hein. Ouais. Et l'histoire de cette équipe, ça n'a pas duré tellement longtemps, mais cette histoire d'équipe professionnelle, comment ça s'est passé alors? C'est-à-dire, c'est très simple. J'avais une équipe qui courait ensemble, qui s'entendait, magnifiquement, et qui était prêt pour passer professionnel. J'avais deux solutions. Soit je cherchais des équipes pour les caser dans différentes équipes françaises, et ils se retrouvaient tout seuls et ils perdaient tout ce qui faisait un peu leur force, c'est-à-dire le mental, le machin, ou alors on faisait notre équipe. On a choisi la deuxième solution, ce que les coureurs souhaitaient. On a fait des erreurs au niveau du montage. Moi, je dis bien, j'ai fait confiance à des gens qui n'ont pas tiré les bons numéros. Et voilà. Parce que professionnel, c'est déjà de l'argent, et l'argent, il faut aller le chercher. Ah, oui. Mais la seule chose qui a été positive dans notre création d'équipe, c'est que médiatiquement, on a été, comme c'était curieux notre aventure, on a été extrêmement médiatisé. Et ça a donné des idées par la suite. À Jean-René Bernaudot avec La Roche-sur-Yon et Vendée-U, enfin c'était pas Vendée-U au départ, Vincent Lavenu, et même des équipes bretonnes comme il y a maintenant, c'est parti d'un petit peu de cet état. Vous êtes un inspirateur alors? Non, mais on avait trouvé quand même un système qui était efficace. Et après, il est venu, c'était une autre époque, Jean de Grébaldi et Sean Kelly même à l'époque. Alors après, moi, comme Dominique Garde était chez Peugeot, on était au départ, non? Au départ, sa première équipe, c'était Sem François. Ouais, c'est ça, voilà, Sem François. Voilà, donc de Grébaldi m'avait demandé de l'épauler dans les courses, donc je le faisais que de temps en temps parce que j'étais à la ville de Saint-Étienne, j'avais d'autres projets, je ne pouvais pas tout faire, partir dans le milieu professionnel complètement. Mais pour moi, c'était très riche aussi. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un mot stop? Il n'y avait plus d'argent, il y avait plus de... Il y avait les compétences, mais il n'y avait plus l'argent. Il n'y avait plus d'argent. Finalement, on n'est plus dans le sport, on est dans la finance là. Ah là, non, mais là, bon, du moment il fallait payer les gars, il fallait quand même leur donner leur salaire. À un moment donné, quand les caisses sont vides, les caisses sont vides. Ça, c'était idiot. Et je ferai un peu un reproche. Ils sont plus là maintenant, hein. Mais il y avait les moyens de nous sauver. Et pour des raisons politiques, on n'a pas été fait. Parce que, voilà. Mais on se rend compte que dans le sport, la politique est souvent derrière. Il faut se méfier justement. La politique peut donner un coup de main, un coup de pouce. C'est son travail pour tout, pour les entreprises, pour tous les projets. Mais il ne faut pas trop que ça aille loin, parce que, et puis il ne faut pas qu'il y ait de conflit. Nous, c'est ce qui s'est produit, des conflits entre... Dans toute votre carrière de vélo, est-ce qu'il y a un coureur qui vous a particulièrement marqué? Il y en a plusieurs, j'imagine. Il y en a eu. Moi, en tant que coureur, j'ai beaucoup apprécié mon leader, parce que j'ai couru c'était Joaquim Agostino, portugais. Il avait un cordeur, c'était vraiment... Il était toujours dans les premiers au Tour de France, si je me souviens bien. Il avait un potentiel qu'il n'a pas... Il aurait pu gagner le Tour de France, il avait été dans des grandes équipes et avec des directeurs sportifs il serait actuellement maintenant dans le peloton, dans une grande équipe comme Ineos ou d'autres, il pourrait gagner le Tour, ça c'est sûr. Mais il était surtout d'une gentillesse, vraiment en dessous de la moyenne pour un leader. Il y a lui, et puis en tant que coureur, j'en ai eu, bon, je ne vais pas parler de toutes mes équipes de Pélussin parce que j'avais des garçons extraordinaires. J'avais des mines d'or avec moi. Mais à Saint-Étienne, j'ai quand même eu Vinokourov qui a été champion olympique après,
et qui était une personnalité qui dépassait la normale. Toutes ces histoires on accole maintenant beaucoup le vélo avec le dopage. Comment vous avez vécu ça, vous, de l'intérieur? Toutes ces années Armstrong, toutes ces histoires de tricherie. Alors, quand j'étais dedans, quand j'étais dans le milieu, j'essayais d'avoir une carapace. Parce que c'est quelque chose de très abrasif, si on se laisse prendre par ça. Psychologiquement, quand vous êtes échappé avec un gars et que vous savez qu'il est dopé comme un... Parce que dans le peloton, on savait qui il était et qui il n'était pas. Ça se sait vite. Ouais. Ceux qui ne le sont pas, moins, mais ceux qui le sont vraiment, oui. Parce que bon, ils ne peuvent pas se cacher. Mais c'est quand même, je le dis dans le livre, hein, c'est une plaie pour le sport. Ça fausse les trucs. Et je le dis, moi, j'aurais eu envie à une époque quand j'étais à la Fédération française de cyclisme, je leur disais, si j'avais un peu plus de courage, eh ben, j'aurais monté une fédération parallèle, comme les agriculteurs ont monté la Confédération paysanne. les bio. Le bio. Le bio et les non bio. Je crois que là aussi, avec le recul, on voit que c'est pas toujours vraiment vrai. C'est pas toujours vraiment vrai, il faut que le cahier des charges soit surveillant. Mais je veux dire, ça a quand même amené quelque chose. Bien sûr. Maintenant, il y a plein de gens qui suivent. Et je pense qu'au niveau du dopage, vu l'état dans lequel était le peloton à certaines époques, moi j'avais envie de monter parce que c'était un manque de liberté pour celui qui ne se dopait pas. Ah oui. Il ne pouvait pas évoluer dans son sport à égalité de chance. Ah oui. Ça, c'était quand même... Surtout qu'on en revient au fait que le vélo, si vous pédalez pas, ça avance pas. Hein. Là, moi, je trouvais que tous ceux qui voulaient faire le sport d'une manière saine, eh ben, ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas cette liberté de pouvoir faire leur sport comme ils voulaient. Et ça, c'était une injustice. Et le fait qu'aujourd'hui, on est, depuis même des décennies presque, on n'a plus de champion français, ça vous désole un peu? Ou alors c'est tout faussé avec ces histoires de dopage et de business? C'est un peu compliqué à expliquer. Moi, j'étais à la fédération 12 ans. Et je le dis à peine dans le livre. Mais à la fédération, dans le milieu cycliste, ce qui intéresse, c'est les victoires, c'est les champions. Mais tout ce qui est la formation à la base, oui, bon, il y a toujours quelques bénévoles qui s'en occupent. Machin. On n'a pas une politique. La fibre. On n'a pas une politique de formation et d'éducation. C'est dans beaucoup de sports en plus. Alors, on dit, oh mais non, mais on a toujours des champions. Attention, on voit bien en France, maintenant on en a. Heureusement qu'on a eu Bardet, Pinot et Alaphilippe. Sinon, ça aurait été un peu tristounet quand même. Donc ça vient on voit même dans la Loire maintenant, des écoles de cyclisme, il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas des tonnes. Mais tous ces sports un peu sont un peu en train de se perdre. J'ai l'impression, moi, la jeunesse, on la voit devant des jeux vidéo aujourd'hui. Moi, c'est mon avis. Hein. Si on veut changer, on voit des gens qui nous font des grands discours ces temps-ci à la télévision. Si on veut changer quelque chose dans notre pays, ça passe obligatoirement par l'éducation. Il faut changer quelque chose à l'école, il faut remettre à l'école une certaine... moi on me disait que j'étais trop rigide, mais quand je vois les jeunes qui me parlent maintenant... ils ne sont pas assez rigides. Non, mais ils me disent, ça nous a fait un bien énorme. Eh bien oui, c'est les bases, comme on dit, c'est les fondations. Ça nous a servi dans notre vie professionnelle. Tout à fait. Pour terminer avec le cyclisme, on a un site où on parle beaucoup du passé, on parle aussi souvent sur notre site de Roger Rivière. Quelle est l'image que vous gardez de Roger Rivière, qui était stéphanois et qui était un grand champion aussi? Alors moi je l'ai connu, bien sûr. Mais pas vraiment connu parce qu'il était plus âgé que moi. Ouais. Le peu que j'ai connu, c'était un gars qui était gentil, qui était très sympathique, trop pour le milieu peut-être. Et il s'est fait abuser par des tas de... Bon, il n'a pas été assez rigide dans son travail, peut-être. Et il s'est fait abuser par beaucoup de gens.
Pour revenir sur le livre et le salon, c'est votre premier salon que vous faites? Non, j'avais fait Roiset, Ouais. puis j'ai fait des animations dans des médiathèques. Ouais. Et il y a d'autres choses de prévues dans votre agenda dans les semaines qui viennent? Oui, la semaine prochaine, je suis à Pau, je suis à Saint-Chamond début avril, je suis à Suril-Comtal au mois de novembre, Vous avez un planning chargé alors? et j'ai des animations dans des magasins. Il va falloir se préparer physiquement alors. Non, mais ça me passe le temps. Et du coup, d'avoir écrit un livre, est-ce que ça vous donne envie d'en écrire d'autres? Je crois pas, parce que Non, c'est difficile. c'est- Moi, je ne suis pas écrivain par rapport à tous bien les sûr. gens qui sont autour de moi là, aujourd'hui. Moi, il a fallu que je me sorte les tripes pour arriver à écrire. Il a fallu voir. Et puis, moi, c'est pas un roman, c'est ma vie. C'est votre vie, ouais. Ça veut dire que j'ai soulevé des couvercles que je voulais plus. Ah ouais, il y avait des choses Voilà. qu'il faut pas remuer, quoi. Dans ma vie, j'ai eu quand même des coups durs, souvent, et ça les fait remonter un peu à la surface. Alors, on va terminer avec une phrase toute bête, mais Augustin, c'est la pomme. Oui. Alors souvent on dit garder la pêche, puis j'ai envie de vous dire gardez la pomme alors. Regardons la pomme. Merci et à bientôt. À bientôt. Et merci Bonjour à Michel vous. Berrier. Bonjour. Bienvenue au Salon du Livre de Saint-Just-Saint-Rambert pour cette première édition. Racontez-nous un peu votre parcours avant de parler plus en détail de votre livre. Dans mon parcours, ça doit être ce livre doit être le 17e ou 18e. Ah, vous n'êtes pas un débutant alors, hein? Non, enfin, déjà. Oui, voilà. Oui, j'ai écrit depuis 1998. Et puis, pas année, mais chaque année et demie, je publie un livre. Quoi. Qu'est-ce qui vous a donné à la base envie d'écrire? C'est difficile à dire toujours. Hein. J'écrivais des contes pour enfants auparavant, mais je ne les publiais pas. Quoi. J'étais moniteur de colonie de vacances, puis j'ai mes propres enfants. Puis un jour, j'ai essayé d'écrire un livre qui était un livre plutôt historique, puisque ça se passe en 1829. Et puis, j'ai raconté, plutôt que de rester dans un domaine purement technique et historique, etc., j'ai raconté l'histoire d'une famille. Et puis ça a marché, voilà, un éditeur a bien voulu accepter mon manuscrit, et c'est comme ça que ça a commencé. Vous faites plus de la fiction ou alors Oui, du roman. Vous vous basez sur des faits déjà... Du roman, mais en partant toujours d'un fait réel. Un fait réel. Réel et historique? Alors, historique quand ça se passe dans les 19e siècle, etc. Maintenant, quand c'est de nos jours, c'est un fait réel. Et là, à ce moment-là, je change tous les noms, etc. pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Mais sinon, oui, quand c'est un événement ancien, je reste sur un fait. Celui-ci, par exemple, là, c'est pendant la guerre, avec le mariage d'une jeune femme de la région avec un Alsacien. Tout va bien jusqu'au moment de la déclaration de guerre. J'imagine. Où lui, Alsacien, va se retrouver allemand. Incorporé dans l'armée allemande. Voilà. Et ils ont une fille, une petite fille au milieu, et elle, que devient-elle? Elle est née en Alsace. Sa mère est française, alors c'est le destin de cette petite fille. Et puis le fait que cette femme, pendant tout l'ouvrage, ne va pas savoir si son mari est vivant, s'il n'est pas vivant. Lui, il n'a aucune nouvelle non plus. Voilà, ça vous est venu comment l'idée? L'idée, elle est venue d'un constat. J'en parle dans un autre livre d'ailleurs. En fait, c'est l'histoire des femmes qui ont été tondues à la Libération, parce qu'elles avaient été avec des Allemands. Et donc là, elle, fatalement, elle avait été avec un Allemand parce que c'est son mari. Et il n'empêche qu'elle a quand même été tondue parce qu'elle avait vécu avec un Allemand. Et ça m'a... ça se passe à Villefranche-sur-Saône, et l'histoire m'a profondément touché. Donc j'ai voulu sortir un petit peu du contexte historique de l'époque pour parler de la vie d'une femme. Et voilà. Mais comment on fait pour, j'allais dire, entre guillemets, broder, quand on sait, vous n'avez pas vécu cette époque-là, donc vous faites quoi? Vous faites des recherches? Vous faites comment? Beaucoup de recherches. C'est de l'imagination, parce qu'il faut aussi que l'imagination, elle est aussi, qu'on dise pas n'importe quoi. Voilà. Il y a aussi la part imaginative de l'auteur, mais je suis toujours parti sur des faits qui étaient des faits réels. Les gens qui ont dénoncé d'autres, j'avais sous les yeux des documents qui ont montré qu'un tel avait dénoncé. Voilà. Et voilà, je reste. Après, le romancier, c'est quelqu'un qui fatalement va partir non pas dans un délire, mais dans une fiction. Mais voilà, en partant entre l'idée du livre et le moment où vous avez jugé qu'il était fini,
Il se passe combien de temps? Alors, c'est variable. Dès qu'on envoie le manuscrit, il est accepté sous une quinzaine, on va dire, une quinzaine, un mois à peu près. Tout dépend. Maintenant, quand on est un peu connu, ça va assez vite entre le moment où on l'envoie et le moment où on a le retour favorable. Mais le temps de l'écriture, je voulais dire. Moi. Alors, l'écriture, ça dure, un livre comme celui-ci, ça dure entre 9 mois et 1 an à peu près. Ah, quand même. Voilà. Donc vous passez votre temps à écrire parce que vous avez fait 17 ouvrages, vous m'avez dit. Oui, alors je passe mon temps à vivre le jour. Et à écrire la nuit. Et à écrire la nuit, quoi. Voilà. Vous voyez, ce matin, avant de venir ici, j'habite à Belleville en Beaujolais. Pour partir à 7h15 de chez moi, je me suis levé à 4h quand même. Parce que je suis en train d'en terminer un. Là, je suis à la relecture d'un livre. Et on dit toujours qu'on a plus d'inspiration la nuit, est-ce que c'est vrai? Oui. La nuit ou le matin, en tout cas. Ouais. L'après-midi, non. C'est pas en ce qui me concerne. On est en 2022, on est tous dans la technologie, on est tous des génies maintenant. Comment on écrit? On écrit toujours avec un stylo et un cahier ou alors on écrit sur l'ordinateur? C'est fini, c'est sur l'ordinateur maintenant. Le tout premier que j'ai écrit, je l'ai écrit sur un cahier d'écolier, quoi. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était moins pratique que d'écrire sur l'ordinateur, d'autant plus que maintenant le manuscrit, il faut l'envoyer en numérique, qu'on traite qu'en numérique maintenant. Et puis j'avoue, avec l'ordinateur, que je vois mieux lorsque c'est devant mes yeux à une vingtaine de centimètres que lorsque c'est sur une feuille de papier, quoi. Quand on a terminé, on le fait relire, on le fait découvrir à des personnes de l'entourage pour avoir un avis, pour le retoucher. Oui, toujours. Est-ce qu'il est beaucoup corrigé, votre manuscrit, une fois qu'il est fini? J'ai la chance qu'il ne le soit pas trop, quoi. Mais effectivement, un peu, des répétitions qu'on n'a pas vues, on peut le lire 10 fois et voilà, une espèce de cécité cognitive là où on connaît par cœur et pourtant on laisse passer des mots qui se répètent à 5 lignes d'écart, quoi, des choses comme ça. Mais bon, je me rends compte, là je viens juste d'en relire un qui va paraître au mois de mai, là. J'avoue que je suis heureux d'ailleurs, il n'y avait pas trop de modifications apportées, quoi. Et vous êtes donc constamment dans la recherche de sujets alors? Parce que vous êtes toujours en train d'écrire? Oui, non, ça vient tout seul. Ça vient. Il suffit qu'une information banale. Saint-Étienne qui vient de perdre un match, par exemple, c'est pas très banal, mais c'est pas souvent en plus. Mais voilà, mais ça, tout de suite, il suffit qu'un spectateur crie quelque chose à l'encontre. Tout de suite, ça me fait germer une idée. À partir de ce moment-là, une fois que l'idée, après, j'imagine, quoi. Et vos livres, on peut les trouver où? C'est dans toute la France ou c'est régional? Oui. Alors d'après mon éditrice, alors que j'écris plutôt de manière régionale, j'aurais plutôt pas mal de ventes du côté dans l'ouest de la France, quoi. C'est étrange, mais pourquoi ça veut dire que vous êtes allé faire des salons dans l'ouest? Non, aucun. Comment ça se passe pour les salons? C'est vous qui démarchez ou on vous appelle? On m'appelle, oui. Donc vous avez déjà une bonne réputation alors? Oui, disons que voilà. Alors, je fais un peu prétentieux quand les gens refusent plus que j'en accepte, quoi. Parce que j'ai d'autres activités professionnelles à côté qui me font que le samedi je travaille en général. Donc voilà pourquoi je refuse. Mais là, les dames charmantes sont venues au Salon du Livre de Saint-Étienne et m'ont demandé si je pouvais être disponible le 5 mars. Et quand on est présent sur un salon comme celui-ci, qu'est-ce qu'on recherche finalement? C'est le contact, c'est de parler de ses livres, c'est de peut-être trouver des idées aussi, je ne sais pas comment. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des critiques parfois? Ah oui, constructives ou moins. Mais bon, en général, quand les gens viennent nous voir, ils sont plutôt bienveillants, quoi, en général. Voire même, ils apprécient beaucoup ce qu'on fait, ou en tout cas, parce que ceux qui nous aiment moins, bon, ils passent devant nous, quoi, sans s'arrêter, éventuellement. Ils n'ont pas forcément lu le livre, en plus. Voilà. Alors, bon, que des critiques, où j'en ai eu... Le premier salon que j'ai fait, j'ai eu une critique violente. Ah ouais? Ouais, le premier. Alors, vous êtes jeune auteur, enfin jeune, et vous ne savez pas ce que c'est qu'un salon du livre. Et la deuxième lectrice qui vient vous insulte. Ouais, parce que dans mon premier livre, il y avait une jeune femme qui avait été violée par
Et en 1829, c'était les grands patrons des vignes, il y avait des vignerons, et voilà. Et ça, c'était un fait réel. Hein. Et bien, cette dame m'accuse en disant c'est à cause de vous que ça se passe encore de nos jours. J'ai dit mais c'est un délire total. Quoi. Ah oui, là on rentre dans des débats délire compliqués. Total, quoi. Mais j'étais très gêné quand même parce qu'il y avait d'autres gens autour d'eux. Et quand vous vous faites insulter, alors que ça vous, marque, hein. vous n'avez jamais signé encore ou presque, là ça marque. Mais sinon. Est-ce que les salons, ça augmente les ventes des livres? Peut-être, mais je n'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. En tout cas, dans les salons, il y a des salons où on signe beaucoup, puis d'autres moins. J'en suis pas sûr, mais ce qui compte, c'est que le nom de la personne tourne. Et voilà. Ici, c'est une bibliothèque. Tous les gens que là j'ai eu aujourd'hui ont lu pratiquement tous mes bouquins qui sont là dans voilà. Donc je m'en rends pas compte, mais je suis en face d'une vraie star. Non, je sais pas. Non. Disons que je me débrouille pas mal, quoi. Voilà. Ça veut dire que vous allez revenir alors. D'après ce que j'ai compris, ça serait une année sur 2. Oui, non, mais volontiers. Moi, quand les gens sont courtois, sont bienveillants, sympathiques, je me dis, mais vraiment, autant leur faire plaisir, quoi. C'est des gens qui se décarcassent toute une année pour arriver à ça. Non, je veux pas leur faire, voilà, pour ça. Puis en plus, j'ai un faible pour la Loire, hein, franchement. Qu'est-ce qui vous attire dans la Loire? Eh ben, nous, on y est, on s'en rend pas compte. La Loire, moi, je suis arrivé ici. Je suis arrivé ici parce que ma première épouse était de la Loire. Bon, je suis arrivé ici. Moi, je viens de Touraine, les châteaux de la Loire et tout. Et j'ai adoré le Pilat. J'ai adoré le Pilat. J'ai fait des kilomètres de ski de fond dans le Pilat. Et voilà, j'ai adoré. Et la ville de les gens de Saint-Étienne et de Saint-Chamond où j'habitais sont d'une gentillesse, ou étaient d'une gentillesse à l'époque quand ils m'ont accueilli. J'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Moi, je viens d'une région un peu bourgeoise, quoi. L'Anjou, la Touraine, c'est quand même voilà, des gens un peu guindés, on va dire, hein, parfois. Et là, au contraire, c'était un accueil mais formidable. Je comprenais pas tout ce qu'ils me disaient parce qu'il y en a qui parlaient gaga à l'époque. Et bon, mais j'avais une traductrice qui me voilà. Mais non, j'ai vraiment aimé cette région. Et ouais. Merci beaucoup en tout cas. De rien, c'est moi. Et puis au plaisir. Sonia, c'est la fin de ce premier salon du livre de Saint-Just-Saint-Rambert. Quel est votre état d'esprit et quelles conclusions vous tirez de cette première édition? Un bel état d'esprit, une belle fête du livre. Très heureux de tous ces auteurs qui nous ont fait confiance, qui sont venus, du public qui est venu également. On espère qu'ils repartent tous contents, avec plein de livres à lire, et heureux d'être venus à Saint-Just-Saint-Rambert. On n'est pas à l'heure des bilans, mais est-ce que vous avez déjà des choses que vous avez dans l'esprit à améliorer, des choses à modifier? Toujours des petites idées pour améliorer, pour faire un amalgame, un osmose des auteurs, peut-être des tables rondes différentes, à réfléchir, plein de choses à réfléchir. Si j'ai bien compris, c'est une édition qui aura lieu une fois sur 2, c'est-à-dire un an sur 2. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer dans le temps ou alors on est parti sur une année sur 2? Les auteurs plaident pour toutes les années, les organisateurs une année sur 2. On fera une réunion. Moi je serais pour une fois tous les 6 mois. Une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois. Les auteurs ils réclament. C'est vrai qu'à bout de 2 ans de Covid, ils réclament vraiment des fêtes du livre où ils peuvent rencontrer leur public. Après, à nous de nous adapter. On ne sait pas, on verra, on va réfléchir à tout ça. Alors pour conclure, on se dit à bientôt. À bientôt, merci.